ses portes 48 heures après la célébration du jour de l'Afrique le 25 mai dernier aux chefs d'États africains et aux ministres des Affaires étrangères en vue d'un sommet extraordinaire portant sur les problématiques de l'heure. Alors, parmi ces problématiques, il y a les changements anticonstitutionnels, on va le noter en griffe, mais également la sécurité et l'économie, avec en parenthèse la guerre en Ukraine et ses soi-disant impacts sur l'Afrique. Mais plus intéressant encore, derrière cette invitation se trouve un homme, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, l'un des plus anciens présidents en exercice sur la terre africaine, qui lui également n'est pas venu par la voie des urnes au pouvoir, mais qu'il est resté en tout cas. Et on se pose justement la question ce matin, laquelle est de savoir, est-ce un nouveau leadership en Afrique? Le président Teodoro Obiang Nguema tente-t-il de se positionner au milieu de ses pairs comme le fut à son époque le colonel Muammar Kadhafi ou un peu plus avant Kwame Nkrumah? Est-il la trempe des panafricanistes? Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière cette invitation, mais surtout ce rout des différents chefs d'État qui n'ont pas lésiné sur les moyens et qui n'ont pas boudé cette invitation? Est-ce un adoubement tacite de ce président dans une Afrique qui cherche désespérément un leadership éclairé afin de mener le combat pour la libération et la souveraineté de ces différents États? Dibia ce matin plante le décor et pose la problématique. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à cette invitation du président Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, qui a réuni ses pairs autour de la table des différents défis auxquels l'Afrique est exposée aujourd'hui. Alors, déjà, on va commencer avec vous, docteur Ndouma. Déjà, l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire, est-ce qu'il ne prête pas un peu à équivoque pour un président qui n'est pas forcément le modèle en termes de démocratie, quand on sait qu'il n'est pas venu au pouvoir par la voie des urnes? On parle le point sur les changements anticonstitutionnels, par exemple. Alors, c'est une thématique extrêmement importante parce qu'elle concerne l'Afrique et elle concerne les problèmes et surtout les enjeux de l'Afrique. Je pense que lorsque nous parlons de la convocation d'une rencontre comme celle-là, en réalité, on ne devrait pas prendre en compte la manière par laquelle le président qui a initié cette rencontre est arrivé au pouvoir. Parce que nous savons que, selon l'histoire, les arrivées au pouvoir en Afrique, et généralement les départs de pouvoir n'ont pas été toujours contrôlés par les Africains eux-mêmes. Ce sont des scénarios qui ont été organisés, qui ont été mis en place, qui ont été décidés, pilotés par l'Occident, et plus précisément par l'impérialisme. Donc, à partir de ce moment-là, si la question est de pouvoir rechercher de la stabilité dans une nation, on devrait espérer que quand un chef d'État arrive au pouvoir, on va dire, je ne vais pas dire quelle que soit la manière, parce que la démocratie reste assez problématique dans sa définition dans notre environnement. Donc, je suis pour que on respecte des mécanismes qui ont été mis en place par le peuple, représenté par ces institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, pour ce qui est le cas dans certains pays, de respecter ces canons-là, ces mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est-à-dire hériter véritablement son pouvoir du peuple. Mais à partir du moment où ces mécanismes sont biaisés, c'est-à-dire peuvent représenter simplement la forme, alors que dans le fond, on télécommande le fait que c'est tel ou tel autre qui doit être au pouvoir pour représenter non pas les intérêts des peuples africains, mais plutôt les intérêts d'un tiers en Occident. À partir de ce moment-là, je ne suis pas pour qu'on qualifie tel ou tel dirigeant africain de n'avoir pas
respecter, parce que je ne vais pas utiliser le mot dictateur, puisque là aussi c'est tout un autre débat, de n'être pas arrivé au pouvoir. Le plus important étant de pouvoir faire des réalisations pendant qu'on y est, qui cadrent avec les aspirations du peuple, qui peuvent permettre de se dire on a eu la légitimité du peuple, au-delà du fait qu'on a respecté les mécanismes. Maintenant, en ce qui concerne les thèmes qui ont été prévus, les changements anticonstitutionnels. Bien sûr. C'était d'ailleurs le premier thème à l'ordre du jour. Les changements anticonstitutionnels, la sécurité et l'économie, vous avez bien dit. Est-ce que la définition de ces différents thèmes serait en rapport avec une certaine actualité au niveau du continent africain? Je pense que oui. Mais est-ce que la question, par exemple, des changements anticonstitutionnels est une question qui est strictement africaine? Peut-être pas. Je commence par là, parce que pour la sécurité, on peut avoir des éléments qui vont nous étayer davantage. Ces changements, pour moi, ne sont pas déconnectés des conditions sécuritaires, ne sont pas déconnectés des conditions économiques. Tout est lié, en fait. C'est pour ça que lorsque vous avez un chef d'État bien élu, qui travaille pour les intérêts de son peuple et qui peut faire un mandat, 2 mandats ou plus selon la Constitution, ça relève de la stabilité d'un peuple. D'ailleurs, le président en exercice en Guinée équatoriale est quand même à 42 ans au pouvoir, et les réalisations dont vous parliez, aujourd'hui la Guinée équatoriale est quand même un hub en termes de développement dans la sous-région CEMAC. Donc la longévité au pouvoir n'est plus un facteur de mauvaise gouvernance, en fait. C'est ce que vous dites. Dans ce cas précis, je pense que le président Obiang Nguema a transformé son pays. Il travaille véritablement pour les Équato-Guinéens et pour l'Afrique, parce que c'est un pays frère en Afrique. Et à partir de ce moment-là, quelle que soit la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir, ça permet de dire, bon, il travaille quand même pour le peuple, donc on peut s'excuser cette manière-là. Parce que c'était dans un contexte où, véritablement, il fallait un moyen pour y arriver. Je peux faire une discrétion, mais qui n'est pas une en tant que telle, pour parler du Mali. Le Mali aujourd'hui, les Occidentaux estiment que c'est une junte qui serait au pouvoir, etc. Mais nous les panafricanistes, nous estimons que c'est un gouvernement légitime, non seulement légal, mais légitime, qui est au Mali. Parce que ce gouvernement est en train de poser des actes qui vont dans le sens des aspirations du peuple. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu qu'il y ait d'abord l'organisation d'une éventuelle élection factice pour que ces dirigeants-là soient élus. Ils sont arrivés au pouvoir par des mécanismes qui ne sont pas tout à fait, on va dire, démocratiques selon la définition, n'est-ce pas, occidentale, mais à partir du moment où ils sont là, ils posent des actes et travaillent pour les aspirations du peuple malien, du peuple africain. Donc, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce que nous demandons à tous les dirigeants africains quand ils arrivent au pouvoir. C'est ce que nous demandons à tous ceux qui sont des candidats à pouvoir aspirer au pouvoir, de nous présenter avant, d'être clairs, de prendre position. Parce qu'il y en a qui tiennent un discours pendant les élections, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Donc nous voulons que ceux qui sont au pouvoir travaillent pour les aspirations du peuple, mais en même temps que ceux qui aspirent au pouvoir disent clairement, n'est-ce pas, ce qu'ils feront si jamais les peuples africains leur accordaient leur suffrage. Exactement. Et au Mali, on sait bien que même si ce n'est pas passé par la voie des jeunes, le peuple s'est massivement exprimé, et c'est cette révolution populaire qu'est née justement Assimi Goïta. Avec vous, Dr Yam, on va parler de ce président qui est parmi les plus anciens sur le continent, Théodore Obiang Nguema, qui a donc convoqué ce sommet extraordinaire, né en 1942 avec Paul Biya du Cameroun. Ils font partie des ténors
au pouvoir encore aujourd'hui. Est-ce que il s'est fait quand même discret tout ce temps, et est-ce que comment on peut expliquer ce regain ou ce sursaut? Est-ce qu'on peut parler de notoriété? Est-il en quête de notoriété, de leadership? On veut savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer justement qu'il se positionne comme tel en convoquant ce sommet extraordinaire. Bon, alors d'abord, c'est pas lui qui le convoque, c'est le mécanisme, ça fait partie des dispositifs normaux de l'Union africaine. Et nous devons savoir que les organisations, quelles qu'elles soient, ont un modèle, un cadre de fonctionnement. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal dans le fonctionnement. Extraordinaire, au moins dans l'expression, c'est que ça sort de l'ordinaire. Non, pas du tout. Je veux dire que c'est le sommet normalement de l'Union africaine, ça se tient en juin. Donc, oui, s'il y a un sommet avant, c'est extraordinaire, au moins dans le libellé. Non, dans les textes fondateurs de l'Union africaine, il est prévu deux types de sommets. Il y a les sommets ordinaires et les sommets extraordinaires. Donc, un sommet extraordinaire rentre dans le cadre normal du fonctionnement de l'Union africaine. Maintenant, il peut arriver que l'Union africaine se réunisse non pas là où se trouve son siège, mais dans n'importe quel pays du continent. Parce que c'est pas un chef d'État qui peut convoquer un sommet. Il y a un président en exercice, il y a une commission, il y a des organes. Donc, tous ceux qui ont l'impression que le président Obiang se positionne, revient au devant de la scène, ça n'a rien à voir. Quand il a décidé d'offrir à l'Union africaine le centre de renseignement pour l'Afrique, ce n'est pas parce qu'il avait reçu quelque chose de chez lui ou qu'il avait quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Et le soutien qu'il apporte aux panafricanistes depuis un certain temps, il était tellement discret que personne ne peut nécessairement, disons, le lui demander ou le lui dénier. Mais il y a ce sommet-là qui devait arriver, et les sommets extraordinaires arrivent lorsqu'il y a une situation d'urgence, une situation qui interpelle et qui semble mettre en danger la vie du continent. J'avoue que les thèmes classés à l'ordre du jour peuvent paraître ambigus, mais la chose qui est ambiguë, c'est par quoi vous avez commencé, c'est la journée de l'Afrique. C'est traiter les Africains comme des cadets sociaux. Journée de la femme, journée des chiens, journée des poulets, etc. C'est pas sérieux. Il n'y a pas une journée de l'Europe, il n'y a pas une journée de l'Amérique, il n'y a pas une journée de la Chine. Si vous créez une journée internationale de la Chine, mais la Chine va se demander, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Et pourquoi il y a une journée internationale de la femme? Il y a une journée internationale de la femme parce que dans l'imaginaire occidental, la femme est un cadet social, point. Donc on fait une sorte de journée pour dire qu'on la revalorise, on lui redonne sa place. C'est ça qu'ils appellent l'approche genre. Mais dans un continent, cher, Congo là-bas, est-ce que non, mais une femme, il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre? Pas du tout. Moi, je ne connais pas ça. Chez moi, moi, je suis un indigène. Chez moi, là, ça n'existe pas. Les hommes et les femmes sont égaux. Donc l'approche genre pour nous est une curiosité. Et donc, quand les gens vous sortent la journée mondiale de l'Afrique, ça a une vraie curiosité. Les gens sont en train de dire vous êtes un cadet social et puis bon, on va voir comment parler de vous pour vous promouvoir, promotion du genre, des choses comme ça. Essayer de soutenir les femmes, on soutient l'Afrique. C'était une parenthèse. C'est ça qu'il faut questionner. Et le fait qu'on parle des changements anticonstitutionnels, de l'économie, de la sécurité en Afrique. Je pense qu'on est malheureusement dans un problème très sérieux de vision en Afrique et dans une manière peu pertinente d'aborder les problèmes du continent. Moi j'ai entendu dans le cadre de ce programme, de ce sommet, j'ai entendu le représentant, je crois, du Fonds des Nations Unies pour le développement, quelque chose comme ça, au Mali, qui doit être un originaire de l'Afrique de l'Ouest, dire ouais, il faut 46 milliards de dollars sur
sur les 250 millions de personnes, les 300 millions de personnes qui auront faim bientôt, il y en a 135 millions en Afrique, donc vraiment c'est un problème. Et puis le ministre sénégalais des Affaires, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères dire oui mais il faut créer une Afrique sans exclusion et tout ça, sans exclusivité. Et puis il y a des propositions de création de fonds humanitaires, d'agences humanitaires. C'est ça, des prévisions catastrophiques liées à l'intervention russe en Ukraine. Du moins, je donne l'information. Non, c'est pas bon, non. Okay. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il n'y a pas de crise en Afrique de ce côté-là. On ne souffrira pas de faim. On ne mourra pas de faim. On peut décider de mourir de faim, de souffrir de faim ou de ne pas souffrir de faim. Si le Cameroun dit aujourd'hui, bon, cette affaire-là, on importe du blé, on importe du riz, bon, je mets fin à ça. En décembre, je mets fin à ça. On informe tous ceux qui importent du riz et du blé, on leur dit, c'est terminé. Vous avez 6 mois jusqu'en décembre. Mais entre-temps, au prorata de ce que vous mettez dans l'importation du riz et du blé, vous allez investir dans les ignames, le macabo, les tarots, les patates, etc. Les patates, c'est 3 mois. 3 mois. On commencera par là. Et on va leur dire, il y a le mil, le sorgho, c'est 3 mois. Et il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, oui, peut-être qu'il y a une différence nutritive. C'est que la farine de mil, de sorgho, de patates, de manioc, d'igname est meilleure que la farine de blé qui a du gluten, qui n'est pas assimilé. Et donc, c'est 3 mois. Donc, vous avez 6 mois. Vous pouvez continuer à importer. Mais à partir de décembre, n'importez plus rien. Et on vous dit, vous devez pouvoir cultiver, produire suffisamment de tubercules qui peuvent être transformés en farine pour qu'à partir de décembre, on n'importe plus rien. Et on peut faire ça. Le Cameroun peut couvrir la totalité de ses besoins en farine de blé seulement en cultivant les 40 000 hectares de la Sodérim, qui est là à Sanzola. Seulement en cultivant, ça fait 1 200 000 tonnes d'igname et ça génère 860 000 tonnes de farine. Or, le Cameroun va dépenser 163 milliards. L'année dernière, c'est 163 milliards pour importer 900 000 tonnes de blé pour faire 715 000 tonnes de farine. Or, là, il nous en restera même encore une bonne partie, à peu près 145 000, qu'on peut vendre et gagner un peu d'argent. Les minoteries, on ne va pas les construire, ça existe déjà. Donc, je pense que la vraie crise que nous avons, c'est la crise de courage. C'est la crise de courage et la crise de l'initiative sur ce continent. Et c'est un problème très sérieux parce que la plupart de nos dirigeants semblent tapis dans le passé, vivre dans le passé, être traumatisés par ce passé, être incapables de sortir de ce passé-là. Je veux bien être gentil avec eux, mais en même temps, je dois leur dire la vérité. Parce qu'il y a une jeunesse qui ne peut plus se permettre de rester confinée ou bloquée par ces prises de position du passé qui nous maintiennent dans un paradigme ancien, alors que nous avons besoin d'un paradigme nouveau. Le problème de l'Afrique, quand les gens disent qu'il y a la sécurité, mais ce n'est pas le terrorisme. Est-ce qu'on a un problème de terrorisme en Afrique? Vous croyez que les djihadistes, ceux qu'on appelle djihadistes au Mali, ce n'est pas des gens qui viennent de Mars ou de la Lune, ce sont des Maliens. Donc le problème du terrorisme en Afrique, c'est le problème du courage de les identifier et d'identifier qui les finance. Vous les identifiez et vous identifiez qui les finance, et à partir de ce moment-là, vous comprenez le besoin qu'il y a à mettre fin à l'accès au financement pour ces gens-là et à vous assurer que ces gens ne sont pas facilement corruptibles et qu'ils puissent être attirés dans cette affaire-là. Le problème de l'Afrique, à mon avis, ce n'est pas du tout de continuer à crier qu'il y a insécurité. Identifier les terroristes, identifier qui les finance, neutraliser qui les finance. Si vous voulez les neutraliser, vous les neutralisez. Et puis les gens vont vous dire, ouais, on a des problèmes économiques essentiellement basés sur là, on crée une crise alimentaire. Non, on n'a pas le courage de produire. Il faut avoir le courage de produire la nourriture que vous consommez traditionnellement. C'est pour ça que je vous dis que moi, je suis un indigène. Je suis un type qui veut rester dans ses appuis culturels. Donc, ceux qui vont venir vous dire, oui, il n'y a aucun risque de crise alimentaire. Le seul risque qu'il y a, c'est que les gens ne fassent rien. Et comme ils ne vont rien faire, forcément, il n'y aura pas à manger. C'est ça les vrais problèmes que nous avons. Et au bout du compte,
pour que vous puissiez neutraliser ceux qui financent le terrorisme, pour que vous puissiez vraiment nourrir ce continent et pour que vous puissiez véritablement avoir une certaine qualité d'initiative historique et une certaine capacité de construire l'histoire, mais tout le monde parle mais ne fait pas ce qu'il faut, alors que la solution est là. Elle est grosse comme la lune, comme le soleil, tout le monde la voit, mais personne ne veut s'engager là-dedans. La solution, elle est simple. Pour que les Africains s'en sortent là, il va falloir qu'on se regroupe en bloc. Voilà. Soit on crée les États-Unis d'Afrique lors de ce sommet extraordinaire, ou on crée les États sous-régionaux. À ce moment, on a des marchés critiques et on a des capacités qui sont extrêmement importantes. Lorsque le président là-bas dit « Oui, mais je vais mettre 1,5 milliard de dollars pour qu'on lutte contre la faim. » Non, mais vous êtes sérieux là? L'Afrique a besoin d'1,5 milliard de dollars. Et c'est ce traitement, c'est-à-dire cette approche réductrice, cette approche qui ramène l'Afrique à l'assistanat. Mais ce continent n'a pas besoin d'être assisté, il n'a pas besoin que on attende le jour où on va se rendre compte qu'on ne peut plus manger ce que les Ukrainiens produisent, comme si nous, on ne sommes pas sur terre ici. C'est-à-dire, nous sommes, je ne sais pas, dans de l'eau, mais même dans de l'eau, on fait de l'agriculture maintenant. Donc, quand les Ukrainiens ne vont plus rien produire et que les Russes n'ont plus et que les Indiens vont décider de ne plus exporter, on va commencer à pleurer. Est-ce que l'Inde pleure? Du tout. 1,3 milliard d'habitants, ils ne pleurent pas. Comment des gens font sur 1/10 du continent africain pour nourrir 1,5 milliard de personnes et nous sommes incapables de voir ce qui crève les yeux, à savoir qu'on n'y arrive pas parce que le Gabon est trop petit, parce que le Guinée équatoriale c'est minuscule, parce que le Cameroun ça n'a pas une taille critique, parce que le Bénin est justement Bénin. Et il y a le nom qui est là qui dit que c'est Bénin. Il dit que c'est petit, c'est minuscule. Donc il va falloir... non, c'est pas une histoire de président Obiang Nguema, c'est pas une histoire de personne. D'accord. C'est le fonctionnement normal de l'Union africaine, mais la question fondamentale, ou ce qui est intéressant là-dedans, c'est est-ce qu'on pose les problèmes de nous autres qui sommes les hommes du peuple? Nous, on a besoin de choses simples. Est-ce que nous sommes concernés par tout ce ramdam-là, tout ce raout et toutes ces choses? Est-ce que la Chine a une agence humanitaire pour les Chinois dans la Chine? Est-ce que la Russie a une agence humanitaire pour les Russes dans la Russie? Non, ils ont des politiques de développement. Et c'est ça qui manque en Afrique. Voilà. Alors, des questions qui n'ont malheureusement pas été abordées lors de ce sommet. Et au terme de celui-ci, les résolutions ne tendaient pas vers l'établissement tout de suite, comme le veut souvent Passion Parfait-Homme, à les États-Unis africains. Pas encore. En tout cas, on va revenir sur le leadership du président Obiang Nguema, le personnage qui nous intéresse. Docteur Yam disait tout à l'heure qu'on a en Afrique une crise de courage. Mais est-ce que le président, justement, équato-guinéen, n'est pas un modèle dont la trempe de ceux-là même qui veulent un changement immédiat et qui font tout pour y arriver déjà au niveau de son pays, avant de parler au niveau un peu plus régional? Bon, mais politiquement, dire qu'on a une crise de courage peut juste signifier qu'on n'a pas une vision à la base. Parce qu'en réalité, c'est le manque de vision qui fait... que nous puissions traîner et que nous puissions faire montre des choses qui sont invraisemblables sur un territoire aussi vaste que l'Afrique, un continent aussi vaste et aussi riche que c'est. Déjà, une forme d'incongruité peut vous paraître peut-être aléatoire, mais regardez des pays aussi riches que les pays africains, on vous dit, on vous impose que vous êtes des pays pauvres et très endettés. Et vous avez une élite qui dit nous sommes le pays PPTE. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous avez une élite qui ne pense pas par elle-même. Une élite formatée sur une vision qui n'est pas africaine et qui ne peut pas aider l'Afrique. Voyez-vous. Les problèmes que nous avons, c'est un problème de vision et de leadership. Ça veut dire, je vous ai dit, le premier mal africain, c'est un mal systémique. J'étais au Gabon, en Guinée équatoriale, oui, à plusieurs reprises. Et j'ai vu une contradiction sociétale énorme. Vous allez en Guinée équatoriale, vous voyez le président Obiang faire ce que beaucoup de pays africains n'ont pas fait. Le président Obiang est allé même jusqu'à construire une nouvelle ville que beaucoup de pays africains n'ont pas. Quand vous prenez les villes comme Douala, Kinshasa, Yaoundé, c'est des villes coloniales. C'est les colons qui ont commencé à construire ces villes-là. Et nous continuons à étendre
sur le vestige colonial sans modifier. Aucune modification urbanistique, aucune vision de notre propre société. Donc nos villes ne nous reflètent même pas. Et en plein 21e siècle, vous avez des villes encore qui s'appellent Brazzaville. C'est une curiosité. Quelqu'un qui est venu, soi-disant explorateur, mais qui était un criminel, et vous donnez toute une ville à son nom. Votre capitale. Votre capitale, pardon. Et vous arrivez jusqu'à ériger un mausolée ou je ne sais pas quoi à son honneur. Donc vous avez quel genre d'élite à la tête de nos pays? Vous voyez, c'est le manque de vision. Et Obiangema, c'est cette contradiction-là. Il n'est pas venu au pouvoir de manière démocratique, comme on l'a dit, hein, l'occidental. Mais lui, il avait constaté que son pays avait un besoin. Il y avait un vide. Il fallait faire vite. Et il a fait vite, il a pris le pouvoir. Et vous voyez ce qu'il a fait vite. Bon, malheureusement, Obiang aussi n'a pas construit dans l'humain. Il a construit, il a bâti des grandes villes. Mais il n'a pas construit dans l'humain. Or, je peux te rassurer, c'est l'homme éduqué qui crée des grandes civilisations. C'est pas le contraire. C'est pas les bâtiments. Ce que Mobutu disait à une tribune de l'ONU, ne nous dites pas que nous sommes des pays sous-développés, c'est pas vrai. Nous sommes sous-équipés. Oui, la différence. La France n'est pas aussi développée parce que vous avez des gratte-ciel que nous. Mais non, c'est impossible. Vous avez au Cameroun des jeunes Camerounais aussi talentueux qui vous fabriquent des drones. Bien sûr. Il suffit que vous leur donnez les moyens, ils peuvent donc créer des drones armés. Donc, vous êtes équipés parce que vous avez le matériel et tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, répondre à un certain nombre de besoins. Mais nous ne sommes pas aussi sous-développés que ça. Nous n'avons juste pas assez de moyens. En fait, nous n'avons pas une élite qui a été capable de valoriser nos ressources pour nous donner assez de moyens de répondre à nos propres besoins locaux. C'est ça les problèmes. Donc, Obiangema, c'est cette contradiction-là entre une Afrique pragmatique qui a besoin de répondre aux besoins urgents et immédiats et une Afrique qui rêve marcher au pas de l'Occident. Voilà donc des sommets comme ce qu'on vient de voir à Malabo. L'Union africaine vous pose trois problèmes. Voici la contradiction. Premier problème, il vous parle de l'insécurité en Afrique. Bon, Maître Yam l'a dit, il manque le courage de dire qui finance, qui est quoi. Non, c'est pas tant le courage puisque c'est connu. La France finance le terrorisme en Afrique. Alors, toute proportion gardée. Hein. Non, avec des preuves, nous sommes des journalistes. Mon ami. Toute proportion gardée. Non, nous sommes des journalistes. Allons-y, il y a docteur. des choses qu'on ne doit plus discuter. La France finance le terrorisme en Afrique. Il n'y a pas que la France. Parce qu'il ne faut pas indexer la France. Il n'y a pas que la France. Le terrorisme en Afrique est une programmation géopolitique visant à empêcher les économies africaines de faire l'ombre sur les économies occidentales. Voilà. Donc c'est une arme géopolitique. Exactement. Voilà. Là, c'est de l'ordre des faits. Voilà. Merci. Maintenant, l'Union africaine sait pertinemment que sur le papier, c'est bien libellé qu'on devait avoir une force africaine. De cela 20 ans. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on va parler, on va indexer le terrorisme dès lors que vous êtes incapable de former cette force-là. Donc, c'est de ça que Maître Yam appelle le pragmatisme. Lors d'un sommet, il faut nous dire, bon, les Cameroun vont mettre 20 000 hommes, les Gabon 10 000 hommes, allez, on forme une force africaine, c'est tout. Après avoir clairement identifié... Après avoir clairement identifié les paramètres. L'ennemi est connu, identifié. On n'a pas besoin d'identifier un ennemi. Nous connaissons notre ennemi, c'est l'Occident. Et les problèmes que l'Occident cause. Parce que je vous l'ai dit, si l'Afrique se relève, je l'ai écrit dans mon livre, publié il y a cela 7 ans. J'ai dit dans mon livre, voilà pourquoi à un moment donné, même on a failli refuser la publication de mon livre. J'ai dit clairement que le relèvement de l'Afrique va entraîner le déclin de l'Occident. Ce que vous ne savez pas, que l'Occident vit derrière les dos des Africains. Si l'Afrique se relève, l'Occident n'existe pas. J'ai dit même les États-Unis n'existeront plus. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que nous puissions nous développer. Et ils nous collent des chefs d'État, des valets locaux qui n'ont pas une vision. Alors, est-ce que justement, si on reste en Guinée équatoriale, il a rompu avec cette tradition ancestrale à laquelle semblent encore être très attachés les chefs d'État africains? Est-ce que le président Obiangema se positionne aujourd'hui comme ce leader que l'Afrique, dont l'Afrique a véritablement besoin, qui n'a la solde d'aucune puissance occidentale? Peut-on le dire aujourd'hui? Nous pouvons dire que le président Obiangema Mbazogo est un modèle en termes de c'est à quoi aspirent les Africains. Par exemple, j'ai vu des villes propres, des routes. J'ai vu en Guinée équatoriale des hôpitaux dignes de ce nom. Nous-mêmes, nous avons été victimes d'un grand accident. Et quand nous avons été admis à un centre hospitalier, j'ai vu le professionnalisme, l'accueil. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut
J'ai vu le minimum, les infrastructures de base. Obiang l'a donné à son peuple. Mais si les Camerounais l'État camerounais pouvait offrir ces mêmes conditionnalités aux Camerounais, l'État congolais pouvait offrir ces mêmes conditionnalités aux Congolais, mais on n'arriverait pas à ce que Maître Yam dit le micro-État. Mais non, le Congo est plus grand que la France, en termes de richesse, en termes de tout. Et si seulement l'État congolais peut être capable de doter à son peuple tout ce dont les Congolais ont besoin, je pense que la France ne fera pas l'équilibre. L'État camerounais, pareil. Donc nous avons des grands États en Afrique, mais qui ont été affaiblis par le manque de vision de l'élite qui est à la tête de ces pays et qui n'arrivent pas à associer dans leur définition de la chose publique les besoins fondamentaux de leur peuple. C'est là qu'Obiangema devient une contradiction. Parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir de manière démocratique, comme ils le disent, mais son apport au pouvoir, allez-y voir ce qu'il a fait. Quand un président comme Denis Sassou Nguesso arrive à Malabo, je pense qu'il a honte. Après avoir tant d'années qu'il a fait au pouvoir, allez-y voir le Congo-Brazzaville. Je l'ai dit à Mondo Vision, je suis un homme politique. Quand vous prenez les grands pays comme le Congo, mon pays, mais si le chef de l'État congolais peut aller en Guinée équatoriale, il aura honte. Il y a quoi au Congo? Il n'y a même pas de route, un pays totalement enclavé. Mais c'est une honte. Donc, quelque part, Obiangema, c'est un modèle en termes de rétrocession, de la redistribution équitable des richesses de son pays pour répondre aux besoins fondamentaux. Mais de l'autre côté, on a besoin d'accompagner ce genre de leadership pour dire au président, ce que vous avez fait est bon, maintenant il faut investir sur l'humain. Parce qu'il faut former une élite qui sera capable de continuer la dynamique une fois que vous ne serez pas là. Afin que le processus ne s'achève pas à son départ. Donc je vais chuter par là en disant, il faudrait accompagner la Guinée équatoriale. Il faudrait, d'ailleurs, nous le faisons, nous panafricanistes, nous soutenons le président Obiangema, nous soutenons la dynamique équato-guinéenne, et nous pensons maintenant que nous devons arriver à une étape où il ne faut pas confondre la monarchie, la royauté et la république. Donc c'est une décision politique majeure qui doit, n'est-ce pas, être présentée devant ce qu'on appelle l'Union africaine pour dire au chef d'État, soit vous êtes des rois, alors vous ferez remplacer par vos enfants. Soit vous êtes des républicains, vous laissez donc la continuité constitutionnelle du pouvoir se faire de manière, n'est-ce pas, démocratique. C'est cette ambiguïté-là que nous avons besoin. Le président Idriss Déby est décédé, on a remplacé son fils. C'est l'anticonstitutionnalité qui est appliquée. Mais le président Ouattara a brigué un troisième mandat. C'est l'anticonstitutionnalité qui est appliquée. Lesquels présidents étaient à Malabo? Les présidents qui se pérennisent au pouvoir, qui modifient les constitutions pour se pérenniser indéfiniment au pouvoir. Je peux citer beaucoup de présidents, je ne vais pas m'attirer les foudres de ceux qui ont les pouvoirs mondains. Merci docteur Bénicris de vous arrêter là. Alors, Passion Parfendum, bonjour et bienvenue à ce déjeuner matinal. Aujourd'hui, on parle justement du leadership du président Obiangema sur la terre duquel s'est ouvert le 28 mai dernier le sommet extraordinaire des chefs d'État. Alors, Dr Bénicris parle de lui en termes de modèle panafricaniste. Il s'est voulu très discret ces derniers temps, du moins depuis qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'on peut justement le considérer aujourd'hui comme un modèle de leadership d'une Afrique qui veut justement se libérer des chaînes de l'impérialisme occidental? Bonjour Rim, bonjour à mes amis du plateau, docteur Dumas, ça fait un bon bout, on n'a pas été ensemble. Bon, aux autres je dis bonjour, parce qu'on est en retard, il faut aller un peu vite. Je pense que quand on parle de la Guinée équatoriale, le président Obiangema, il faut aussi faire un effort d'essayer de nous faire une rétrospective. D'où vient la Guinée équatoriale? C'était quoi la Guinée équatoriale avant le président Obiangema? J'entends sur les critiques qui fusent. Moi aussi j'ai eu la chance d'avoir été en Guinée équatoriale plusieurs fois. Mais on oublie d'où vient la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale accède à l'indépendance. Et son premier président, c'est Mathias Nguema, qui est d'ailleurs l'oncle de l'autre. De l'autre, vraiment. Mais Mathias Nguema, avec une gouvernance dont on connaît, qui a été d'une radicalité et d'une violence hors norme. Si c'est son neveu qui a été obligé de lui faire un coup d'État, c'est vous dire qu'il avait réellement peur le lendemain. Mais lui-même, Mathias Nguema, il n'est que le fruit de la manière dont l'Espagne a colonisé cet espace avec une violence aussi terrible
terrible, vraiment. Une violence terrible, mais surtout un formatage des esprits Exactement. qui ne contribuait pas à construire l'homme, mais plutôt à continuer de l'assujettir, à en faire un esclave à vitam aeternam. Donc, il est aussi victime de cette construction coloniale qui le porte au pouvoir par cette indépendance. Parce que souvent nous condamnons les nôtres, mais il faut aussi avoir le courage souvent de dire quelle est la trajectoire qui les a menés au pouvoir, dans quel environnement, et est-ce qu'ils avaient donc des capacités pour opérer des mutations rapides et permettre à ce que... Ce n'était pas cette continuité servile, justement, dans laquelle ils ont été habitués. Non, mais d'abord, les conditions d'accès à l'indépendance, elles étaient tellement rudes que ça j'allais dire qu'on ne pouvait produire la tête de la Guinée équatoriale qu'un individu comme ça. Maintenant, ou bien prend le pouvoir... 3 août 1979. Voilà, il prend le pouvoir, et même quand le président bien arrive au pouvoir, ce n'est pas encore... Il trime. Moi, j'ai des témoignages de certains pilotes de la caméra à l'époque qui sont un peu cocasses concernant la Guinée équatoriale. Dans un pays comme le Gabon, la plupart des agents de maison étaient des Équato-Guinéens. Appeler quelqu'un au Gabon Équato-Guinéen était comme une insulte. Donc, il y a tout ça. Tu vois, tous ces ressentis-là avec lesquels ces gens-là, ces frères-là ont grandi, etc., etc. Et puis, bon, il y a ce boom pétrolier qui arrive. Et là, tout le monde se dit, ça y est. La malédiction de pétrole s'est abattue sur un nouveau pays. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et le président bien pense sur lui de faire un bond de 100 ans à la Guinée équatoriale, dans l'avenir. Je dis un bond de 100 ans. Il met en place des mécanismes pour moderniser sur le plan des infrastructures son pays. Et je peux vous le dire, si vous allez en Guinée équatoriale, vous allez voir cette volonté-là qui a été affirmée par ce personnage. Figurant les infrastructures routières, mais vous verrez cette volonté. hôtelières, c'est quand même, et comme on le précisait, c'est assez phénoménal pour un pays. C'est ça, la magie, ou bien de Obiangema. Il a pu donner cela à son peuple. Maintenant, je suis d'accord avec Béni Christ quand il dit il y a quand même entre cette avancée phénoménale à la vitesse de la fusée sur le plan des infrastructures et l'investissement qui a été fait sur l'homme, il y a un gap. Parce que nous frères équato-guinéens, pour l'instant, du point de vue des mentalités, je m'excuse. Ce ne sont pas les plus chaleureux. On va dire ça comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut avoir l'honnêteté de le leur dire. Parce que le monde est autre chose. Moi, j'avais l'habitude de dire à ces Équato-Guinéens, mais vous avez un peu de moyens, faites un tour, par exemple, au Cameroun. Vous allez voir la différence, vraiment le schisme qu'il y a entre vos comportements ici et le comportement d'autres Africains qui n'ont pas transporté dans le futur, n'est-ce pas, j'allais dire, les complexes du passé. Parce qu'il faut travailler aussi là-dessus pour pouvoir transmettre tout cela. Maintenant, le président Obiang est en quête d'un leadership. Mais il y a une réalité aussi sur notre continent. C'est la question. Il y a une réalité sur notre continent. Il y a un vide par rapport aux voix fortes. Il y a un vide par rapport au leadership. C'est-à-dire que quand vous passez l'étape d'un Kwame Nkrumah et qui va se terminer à peu près avec l'icône Mandela, il n'y a plus personne. Presque. Bon, vous avez des gens qui peut-être ont voulu jouer ce jeu, mais dont l'espace et la puissance économique de leur pays leur a conduit à être un peu plus modeste. Obiang n'a pas eu ces complexes. Il a dit, ce n'est pas parce que mon pays est petit. Je pense que de temps en temps, il faut faire des choses pour affirmer à la face du monde que l'Afrique peut faire des choses. Vous avez vu, il y a cette canne-là, que le Maroc refuse. Ah, il faut parler de ces choses-là, parce que ça paraît banal, mais... Ça a de forts enjeux. Attendez. Le Maroc dit qu'ils ne reconnaissent pas la canne, pour des raisons, patata. On va voir le président Obiang, et en une fraction de seconde, il décide d'organiser la canne. Et ce fut un succès. Oui. Pour l'image des Africains à l'extérieur, c'était quelque chose. Et c'est ça qui démontre la qualité de leadership d'un chef d'État. Être capable de se mettre au service
de son continent, pour que son continent ne soit pas l'objet des golubins et je ne sais pas de toutes les railleries que vous pouvez bien vous imaginer. Ça, il nous a enlevé cette honte, comme on dit au quartier. Il a pu le faire. Donc, à son actif, on applaudit, on dit président, merci pour tout ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans des situations tellement complexes où je me pose souvent la question, même le temps entre deux réunions ordinaires de l'Union africaine, pour moi, ça pose problème. Parce qu'il y a urgence. C'est-à-dire que la vie est tellement, ça va tellement vite, avec des trucs complexes, avec des dynamiques tellement complexes, que je me demande comment nos chefs d'État, qui sont déjà dans des difficultés structurelles, peuvent passer aussi le temps avant de se rencontrer pour discuter. Regardez les autres, comment ils font. Regardez l'Union européenne. Moins de petites difficultés comme ça, ils se réunissent à Bruxelles. Moins de petites difficultés comme ça, ils sont à Bruxelles, ils se concertent. Ici, chez nous, non. Chacun reste dans son petit biotope et gère là-bas comme il peut, avec ses plus et ses moins. Donc, c'est à l'actif du président Obiang. Cette fierté de constater que de temps en temps, il secoue ses pairs pour dire, mais il y a tel type de question, est-ce qu'on peut s'asseoir pour en discuter? Voilà. C'est pour cela que je pense que tout n'est pas de dire qu'est-ce qu'il y a en quête de leadership. Le problème qui se pose, c'est que il essaye, je pense, de sa position modeste. Tout à l'heure, en parlant de la Guinée équatoriale, il a parlé de ce micro-État. C'est une réalité sur le plan spatial. Mais micro-État sur le plan spatial ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à la conquête d'un certain soft power. Parce qu'on a de l'imagination, parce qu'on a des idées, parce que nous avons des envies, mais surtout parce que nous avons cette niaque qui nous grignote de l'intérieur, parce que nous voulons faire de l'Afrique un grand continent respecté dans le monde. Et ça, on ne peut pas enlever cette volonté-là au président Obiang. La suite, au niveau, je suis encore au niveau de la Guinée équatoriale, de sa gestion, je pense que c'est là où il y aura un grand enjeu. Est-ce qu'il y aura donc des héritiers ou bien des successeurs dignes de sa vision, de sa pensée, de sa volonté de faire de l'Afrique un gros continent au-delà de la Guinée équatoriale? C'est ça. Ce que je peux reprocher au président Obiang, seulement dans ce domaine, je n'aborde pas encore les autres domaines, c'est de dire, l'histoire a montré que c'est dans le foisonnement, c'est dans la rencontre de plusieurs peuples avec des expériences diverses qu'un pays émerge. Un pays n'émerge pas en se cloisonnant. Un pays n'émerge pas en vivant pratiquement dans une bulle. C'est en se frottant aux autres peuples qui ont d'autres expériences malheureuses ou bien heureuses qu'un pays finit par construire une certaine dynamique et qui tire justement ce peuple vers le haut. Cette phobie, cette obsession, n'est-ce pas, de dire que les autres vont venir nous avaler, qui habitent peut-être pas le président Obiang, mais l'élite politique équato-guinéenne, c'est un problème. Voilà. C'est un problème qui risque d'être justement le boulon, le boulet, qui risque de traîner encore très longtemps et qui ne vont pas permettre à ce que ce pays, qui a d'ailleurs toutes les capacités d'être le Dubaï de l'Afrique aujourd'hui, puisse vraiment resplendir à la hauteur des investissements et de la volonté, n'est-ce pas, que le président Obiang a exprimé depuis un certain temps. Merci de sortir par là. Docteur Douman, on va parler justement de la position de la Guinée équatoriale en Afrique, dans la sous-région en particulier. C'est un petit pays, on va le dire ainsi, presque 1 400 000 habitants pour seulement 28 000 km². Alors, est-ce que la position, le positionnement qui est en train de s'opérer par le président Obiang Nguema n'est pas un désir quelque peu hégémonique? Est-ce juste panafricain pour se positionner au milieu de ses pairs comme une voix qui compte, ou alors c'est un désir de protection également de ce pays qui pourrait être, au vu de la géopolitique actuelle, être absorbé peut-être par un autre désir de protection, désir hégémonique, ou vraiment panafricaniste pour s'intégrer avec les autres? Alors, je voudrais d'abord m'inscrire en faux pour ce qui concerne la démarche top-down. C'est le discours qui tend à dire que s'il faut par exemple les États-Unis d'Afrique, ça veut dire qu'il faut un décret. On se lève un matin, on dit à partir d'aujourd'hui il y a les États-Unis d'Afrique et ça marche. Je m'inscris en faux pour ce discours-là.
parce que nous avons une grosse déception quand on parle de nos institutions africaines, notamment l'Union africaine. L'Union africaine, c'est quoi? Est-ce que ça représente les intérêts des Africains? La réponse est non. Parce que quand on parle de ces choses, il ne faut pas qu'on oublie. L'Union africaine est financée par qui? L'Union africaine, c'est le prolongement des institutions impérialistes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Même si ce sont des Africains qui sont là. Mais c'est pour tromper le peuple africain. Parce qu'ils ne représentent pas les intérêts du peuple africain. Je suis de l'avis que pour construire et bâtir une Afrique durable et digne, il faut que chaque pays africain, chaque leader de chaque pays africain pose des actes qui permettent de construire d'abord. Si vous n'êtes pas capable de balayer devant votre cour, vous ne serez pas capable de balayer devant la cour d'autrui. Si le président Obiang Nguema ne se concentre pas d'abord sur la construction de la Guinée équatoriale, petit pays ou pas, parce que là nous parlons des dimensions géographiques unies. Je ne vois pas comment il sera capable de matérialiser, d'exercer un leadership qui va au-delà de... Il devrait déjà faire de son pays un modèle avant de Il devrait déjà faire de son pays un modèle. Ça peut être un cas pilote pour que les Africains disent oui, maintenant qu'il a fait brillamment, on pourrait lui faire confiance pour qu'il aille au-delà. Prendre des initiatives de leadership en termes d'impulser des décisions qui vont aller dans le sens d'une vision, comme le docteur Béni Chris l'a relevé, c'est une bonne chose. Mais ça ne peut pas construire le continent. La construction doit partir du bas. C'est-à-dire que chaque chef d'État dans chaque pays africain doit épouser la vision panafricaniste et travailler pour ça. C'est pour ça que nous saluons les pays comme le Mali, les pays comme la RCA récemment encore, avec des décisions qui sont prises. Ces décisions, comme vous voyez, ne sont pas saluées par nos institutions, par nos soi-disant institutions qui représenteraient l'Afrique. Mais réveillons-nous. Au contraire, elles sont sanctionnées. Au contraire, elles sont là pour sanctionner. C'était le cas pour le Mali, c'était le cas pour la RCA récemment. Vous voyez bien que nous sommes dans un environnement qu'on peut qualifier de panier à crabes. Donc il faut qu'on arrête ça. Que chaque chef d'État prenne des décisions qui vont faire en sorte que son pays commence à espérer un éventuel développement. Tout à l'heure, on parlait de politique de développement, c'est le docteur Yam qui l'a dit. Vous voyez, il n'y a pas de politique de développement dont on ne peut pas se développer. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le président Obiang Nguema n'a pas intérêt à vouloir se hisser en un leader africain. Parce que ça n'aurait pas de sens. On ne vit pas du fait qu'il a dit qu'il est leader, il aurait convoqué ce sommet qui convoque le sommet. Je suis d'accord avec lui. Donc, vraiment, encore une fois, il est question d'interpeller les différents chefs d'État sur ce que les peuples africains attendent d'eux, à une ère où les enjeux sont colossaux. Nous sommes à un tournant décisif des changements du monde. Là où les Américains sont en train de perdre la main sur leur pouvoir qui est là pour mater, surtout l'Afrique en particulier, parce que l'Occident est sous la botte américaine, au moment où la Russie véritablement se hisse en un leader mondial, parce qu'il faut un pouvoir pour s'opposer au pouvoir. Donc la Russie oppose le pouvoir au pouvoir américain et occidental, et il faut que l'Afrique profite de ça et se positionne véritablement. L'Afrique en tant que continent, mais en termes d'actes, de réalisation, de décisions, ces décisions doivent être individuelles, c'est-à-dire au niveau de chaque pays, que chaque chef d'État, à partir du moment où on a réalisé que quand vous prenez des décisions qui vont dans le sens d'une éventuelle construction de votre peuple, les soi-disant institutions africaines sont opposées à ces décisions, mais on ne peut pas se soumettre à ces institutions-là, parce qu'elles ne sont pas là, encore une fois,
pour représenter les intérêts des peuples africains. Donc, moi, la préoccupation n'est pas de savoir si oui ou non est-il le leader éclairé de l'Afrique nouvelle ou pas. Les panélistes l'ont bien relevé. Moi-même, j'ai déjà été en Guinée équatoriale plusieurs fois. C'est l'un des rares pays africains que j'ai même souvent fréquenté. J'ai été jusqu'à Mongomo, dans son village à lui. Donc, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il peut faire mieux, même sur le plan infrastructurel. Quelqu'un parlait de Dubaï, de l'Afrique. D'accord? Pour ceux qui ont déjà été à Dubaï, vous voyez bien que... Sans les porte-portes. Oui. Sans les porte-portes. Oui, tout à fait. Merci. Merci, docteur Douma. Et peut-être pas forcément cette modernisation à outrance qui ferait que la nature n'ait plus de place, les cultures n'aient plus leur place, etc. Donc, oui, il faut moderniser, mais il faut moderniser au profit de l'humanité, au profit des peuples, parce que ce développement sans l'humain n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il doit investir davantage aussi dans nos frères et sœurs équato-guinéens, afin que quand ils voyagent, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils voient comment les gens se comportent. Parce que, véritablement, dans ce sens, on peut parler du monde qui devient un village planétaire. Voilà, de Mongomo à Bata, en passant par Malabo, où s'est tenu justement ce sommet extraordinaire des chefs d'État. Peut-être éviterons-nous de parler d'Union africaine ici. Je sais que ça énerve beaucoup de panélistes, tant il est vrai que la substance même de cette institution a perdu sa valeur, l'a-t-elle seulement eu un jour. On va parler des systèmes de gouvernance. Et puisque le cas typique aujourd'hui est le président Obiangema, on loue beaucoup ce matin encore les prouesses de ce président qui s'est mis véritablement au service de son peuple. Est-ce que finalement c'est ça en Afrique qui devrait prévaloir? Peu importe la façon dont on arrive au pouvoir, si le dirigeant ou le leader qui s'y place joue pour les intérêts de son peuple, alors qu'il arrive comme il pourrait, c'est ça le plus important. Est-ce que c'est ça, c'est vers ce système qu'on devrait aller en Afrique? Merci beaucoup, Rib. Je vais relever quelque chose de très pertinent que nous avons tendance à ignorer. Les cadres politiques en Afrique n'a pas été fixé par les Africains. Voilà pourquoi nous avons un conflit des générations. Un conflit des générations qui se traduit par les conflits de succession au pouvoir. La manière d'accéder au pouvoir pose problème en Afrique, simplement parce que l'espace pouvoir n'a pas été défini pour servir les Africains. Et n'a pas été défini par les Africains. Voilà pourquoi vous allez constater que nos constitutions peuvent bien être décrétées des constitutions démocratiques ou républicaines, mais vous avez quand même des gens qui se font remplacer par leurs enfants. Et ils ont été à l'école. Ils savent que ce n'est pas une république, cette façon de faire. Donc, le cas des pays africains, comme je le disais encore mon ami Dr Doumba, je suis d'accord avec lui que la dynamique d'une construction globale doit partir des initiatives locales. C'est-à-dire engageant la spécificité de chaque pays à s'auto-construire pour que dans cette dynamique-là, nous puissions reconstruire une Afrique qui appartient réellement aux Africains. Donc c'est ça qu'il s'agit. Nous avons un problème de définition du cadre même du pouvoir. Qu'est-ce qu'on appelle pouvoir politique en Afrique? L'Occident a par exemple plus de descendants aujourd'hui dans l'exercice démocratique. Ils ont connu de hauts et de bas, des déboires. Vous savez par exemple, Franklin Roosevelt a fait combien d'années au pouvoir? Un système démocratique. Allez-y lire l'histoire. Il a fait 4 mandats. 4 mandats. Au-delà des 2 réglementaires voilà, prévus par la Constitution américaine, qui est, soit dit en passant, voilà, le modèle de démocratie par excellence. C'est juste un exemple. C'est pour dire que nous avons un réel problème. Et ce problème-là ne sera pas résolu par les hommes politiques. Ce problème sera résolu par les élites intellectuelles qui pensent à l'Afrique. Je n'ai pas dit intellectuel comme j'emploie l'expression de mon frère qui n'est pas sur notre plateau. Donc, je parle des intellectuels qui pensent la société. Parce que le but premier d'un intellectuel est de penser la société en fonction des enjeux du moment. Et donc, je pense que nous devons redéfinir ce qu'on appelle les pouvoirs en Afrique. Cet espace a été mal défini dans nos pays, ce qui pose ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut une révolution fondamentale, une révolution systémique profonde pour changer les bases sur lesquelles sont définis les pouvoirs en Afrique. De manière à ce que demain, nous puissions parvenir à un équilibre parfait entre les aspirations profondes des peuples africains,
et l'exercice du pouvoir en tant que tel. Dans un cadre consensuel où nous avons des acquis que nous avons posés nous-mêmes selon notre vision du monde. Parce que l'Afrique a un problème majeur, ce que j'ai dit, c'est que nous n'avons pas une vision africaine du monde. Quand vous regardez les Cameroun, le Congo et tout, c'est défini selon des constitutions qui n'émanent même pas de la volonté du peuple, des peuples que nous gouvernons. Donc il y a ces problèmes-là. Et il faut une rupture. Et là, j'ai rejoint donc le docteur Yam Timba quand il parle de courage. Au-delà de la vision, il faut du courage. Et les Kadhafi avaient la vision pour la société, mais ils avaient du courage. J'ai aimé le grand frère parfait d'homme-là, quand il vous fait ces trajectoires par lesquelles la Guinée est passée pour arriver à cette Guinée aujourd'hui. Donc, il fallait un homme qui a une vision, oui, mais qui a du courage pour dire, nous devons investir en Guinée, nous devons investir pour les biens communs. En passant, le président Obiang Nguema faisait les descentes sur les chantiers. Oui. Lui-même, en personne, pas une fois, pas deux fois. On l'appelle chef chantier. Voilà. Merci beaucoup pour ces gens-là. C'est à jour. Donc, pour répondre à votre question, mon frère, oui, effectivement, nous avons besoin d'un pouvoir qui répond réellement aux besoins des Africains. Mais pour y arriver, je vous le dis, et je vous le dis clairement, ce n'est pas un pouvoir démocratique à l'occidental. Pourquoi je vous le dis? Parce que l'Occident, j'étais en France. J'ai été un étudiant en France. Je n'ai pas fait que la France. J'ai fait un certain nombre de pays européens. Je vous dis que j'ai noté partout que le développement occidental n'est pas le fruit de la démocratie. Le développement occidental est le fruit des prédations. Ils pillent chez les autres. Ils créent des guerres chez les autres. Mais ils ont pu réglementer l'espace du pouvoir chez eux. De manière à ce que la majorité gagne. Même s'il y a des tricheries, même s'il y a quoi. Mais pour eux, c'est consensuel. Donc, la démocratie n'a rien à voir avec le développement en Occident. Ne vous y trompez pas. Si la France, aujourd'hui, est le quatrième en termes de réserve d'eau, c'est parce qu'elle pille l'Afrique. C'est parce qu'elle pille. C'est pas la démocratie qui lui donne cet or-là. Voyez-vous, il ne faut pas confondre démocratie et développement. J'ai vu un colloque des intellectuels au Mali, au Sénégal, qui nous racontait qu'il y avait un lien entre démocratie et développement. Il dit que vous êtes malade, allez-y en France. Ils sont développés comment? Par la prédation. Allez-y aux États-Unis. Ils sont développés Les comment? grands empires n'étaient pas démocratiques. Par la prédation des autres. Pourtant, vous voyez, donc ils ne se sont pas développés parce que chaque 4 ans, on est en train de lire quelqu'un. Et surtout pour nous, c'est dramatique et catastrophique. Comment vous pouvez dépenser autant d'argent pour élire un toto qui va venir servir encore les intérêts des autres, alors que cet argent pouvait construire une route? Donc je pense que l'Union européenne est dans une hypocrisie systémique totale. Quand l'Union africaine qualifie ou associe les coups d'État en Afrique à la malgouvernance. Voyez-vous, ça c'est une vision occidentale, une approche occidentale de la situation en Afrique. Malheureusement, qui est vendu aux Africains et qui les pose sans autre forme Effectivement, de critique c'est faux et en d'analyse. réalité. C'est faux en réalité. J'ai dit que les coups d'État en Afrique continueront d'avoir lieu tant que nous n'aurons pas redéfini l'espace pouvoir en Afrique. Si nous n'avons pas défini ce qu'on appelle les pouvoirs et l'État, on aura des problèmes. Et là, je chute là. Quand on dit que nous sommes des micro-États, ce n'est pas par rapport à la superficie de nos pays. C'est faux. Non, nous sommes des micro-États. Je vous donne l'exemple. Prenez l'Ukraine. Un petit pays comme l'Ukraine. Le poids économique de l'Ukraine dépasse le poids économique de mon pays, la RDC, qui est vaste comme l'Union européenne. L'Ukraine est grande quand même. Non, mon ami, l'Ukraine c'est un petit pays par rapport à la RDC, mon ami. Oui, ok, j'ai pas de superficie. Mais... J'ai dit superficie, la RDC est grande. Je suis d'accord. Plus que l'Ukraine. Je suis d'accord. Mais le poids économique et étatique de l'Ukraine dépasse la RDC. D'accord. Donc quand on dit micro-État, ce n'est pas en termes de superficie, non, c'est pas ça. On parle pas de géographie. Voilà, quand on parle de micro-État, c'est parce que nos États n'ont pas... D'abord, vous avez quel genre d'armée? Parce qu'on parle de l'État, il faut parler de l'armée. Il faut parler des institutions stables, la monnaie. Il faut parler de la monnaie. Il faut parler d'un certain nombre d'acquis ou d'outils de souveraineté que malheureusement beaucoup de pays africains n'ont pas. Non, pas voilà encore. Pourquoi le poids même diplomatique de l'Afrique est déficitaire par rapport inexistante par rapport aux autres pays. C'est ainsi que vous entendez par exemple le sommet Chine-Afrique. Sommet, bientôt vous allez entendre le sommet Pakistan-Afrique. Pourquoi? Parce que le poids économique d'un seul pays dépasse le poids économique de tout un continent. Égalisé le poids alors que paradoxalement, et là je cite, paradoxalement, l'Afrique, comme le démontre encore Maître Yam Timba, produit les gros de tous les flux économiques
dans le marché mondial. Voilà. Merci, docteur Bénécris. Il nous tarde quand même d'avoir votre programme politique pour savoir c'est qui lancera lorsque vous serez aux affaires. Passion Parfendum, vous aussi, on attend votre programme politique et on va parler avec vous de la longévité au pouvoir. Ça fait quand même 42 ans que le président Obiangema est au pouvoir, 42 ans et 6 mois pour être très précis. Est-ce que finalement, ce ne serait plus un problème en Afrique que cette longévité au pouvoir si le leader qui est en place s'occupe bien de son peuple et dans bien, vous savez tout ce qu'on y met? Le problème de la longévité au pouvoir pouvait être éludé si il y avait une contrepartie qui est que... Laquelle est le bien-être du peuple? Mais bien sûr. Si le bien-être du peuple peut-il être vous ne pouvez que pas son... mettre 40 ans au pouvoir alors que le peuple ne perçoit pas les dividendes de ce pouvoir-là infini. C'est ça qu'il s'agit. Les gens ne crient pas par rapport à la longévité au pouvoir uniquement parce qu'ils n'aiment pas un individu, mais parce qu'ils souffrent. Ils ne voient pas, j'allais dire, l'opportunité pour eux de continuer à soutenir un pouvoir qui s'étend de manière indéfinie et qui crée toutes sortes de gabégies que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand vous avez des pouvoirs où des gens viennent sur le plateau, l'exemple qui a été pris pour le président américain, mais justement, c'est à partir de là que les Américains ont eu à dire que maintenant ça suffit. Et ça suffit ce massacre-là. Maintenant on va limiter les mandats. Bon. Il se représentait sous couvert de l'appel du peuple. Il faut préciser. Justement que, attention, vous connaissez des manipulations, surtout sur notre continent, par rapport à cette affaire, manipulation du peuple. Bon, bref, le gros problème que nous avons, c'est la question de la souveraineté de nos États. Tout à l'heure, on a essayé de brosser quelques éléments. Tant que nos États ne seront pas souverains, ça va poser un problème. Et la longévité de pouvoir dans un État qui n'est pas souverain, c'est encore plus grave. Ça conduit à des formes d'injustice qui n'ont pas de nom. J'étais dans la salle du congrès du parti du président Obiangema, du PDG, un congrès. J'étais dans la salle. Parti démocratique de la Guinée équatoriale. Et je pense que c'est ce jour-là qu'il disait que bon, je pense que ça va être mon dernier mandat. Mais dans son discours de politique générale, il a été clair. Il a dit à tous ces cadres et ministres qui sont là, il dit, vous êtes tellement enrichis que si vous avez un peu de volonté pour investir un minimum de ce que vous avez là, comme richesse, il n'y aurait pas de chômeurs en Guinée équatoriale. Il le disait à ses propres ministres, j'étais dans la salle. Vous comprenez? Et c'est ça que nous fustigeons. Cette longévité au pouvoir conduit à des comportements de ceux qui se comportent en règle générale comme des espèces de griots du chef de l'État, à s'enrichir de manière éhontée et de manière terrible en oubliant qu'il y a le petit peuple qui attend aussi une miche de pain. C'est ça le problème des Africains. Et vous savez pourquoi? C'est parce que culturellement, on a voulu épouser le mode de vie des autres. Nous aussi, on veut être le happy few qui dirige le monde de par leur richesse. Et quand on parle de nos micro-États, nos États ne sont pas micro, peut-être par leur superficie, parce que le Gabon est plus grand que la Belgique, oui. Mais ils sont grands. Prends un cas comme le Congo. Prenons le Congo, bravo. Et la France, c'est le jour et la nuit en termes de superficie. Voilà. Mais en termes de population, par exemple, il y a un problème. La France est l'ordre de, je crois, de 70 millions. Le Congo, c'est maintenant commence à aborder 100 millions. C'est un problème. Prenez un cas comme la Centrafrique. En termes de superficie, c'est la France et la RCA réunie et la Belgique réunie. Oui. Mais la France, à elle toute seule, a plus de 70 millions. La RCA peine à avoir 6 millions d'habitants. Il y a un problème. Donc ce sont des petits pays. Et c'est là où il en parle de la capacité d'avoir des marchés critiques. La construction des marchés critiques. Parce que l'économie, c'est quoi? C'est produire, vendre et consommer. Mais si vous avez des marchés qui ne vous permettent pas d'avoir des entreprises et des industries d'un certain niveau, vous allez être des petits pays. C'est pour cela que nous appelons à la constitution des États-Unis d'Afrique. Je le dis tout de suite et maintenant, commençons même par la sous-région. Parce que le Cameroun, c'est une chose. Mais l'Afrique centrale ou bien la CEAC, ça devient autre chose. Hein. En termes de capacité, seulement de consommation, n'est-ce pas?
Et ça fera ce que, bon, les experts sont là pour nous dire, on aura la capacité d'avoir des unités de production qui sont plus costaudes. Quel est l'intérêt? Dans une Afrique centrale réunie, qu'on ait des brasseries de Cameroun, à Douala, au Congo, au Tchad, un peu partout, etc., qui se rivalisent avec des productions tellement faibles et avec des coûts de production hors normes pour continuer à enrichir les autres. Donc c'est ça. Et nous, on ne pourra pas être capables de produire la bière, et puis je ne parle plus sur les Camerounais de la bière, qui vont compétir, les unités brassicoles, par exemple, des Pays-Bas et autres. Maintenant, tout le monde peut boire la 564, le Cronenberg, comment vous appelez ça? C'est il y a des noms bizarres. Docteur Yam ne consomme pas d'alcool. Lui, comme il boit de l'eau. Merci. Bon, mais c'est pour vous dire que là, nous avons un problème. Je parle encore des dénouements des officiers de mon pays. Chaque fois qu'il y a des prises de galons, oui, comment vous appelez ça? Des prises de quoi là? Oui, des cérémonies. On arrose les galons avec du champagne. Mais comment? Ça veut dire que vous-même, vous construisez une culture qui permet à ce que le peu que vous avez, vous renvoyez encore chez les autres. Donc, je pense que quand on parle de la construction des États-Unis d'Afrique, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Et la longévité au pouvoir, dans un cadre de cette construction mécanique-là, où on peut voir, on peut dire par exemple, le pouvoir sera rotatif par ministère de souveraineté, etc., etc., nous allons nous rendre compte qu'en réalité, on n'a plus besoin de rester au pouvoir 100 ans. Ça ne sert à rien. On n'a plus besoin de rester au pouvoir 40 ans. Ça ne sert à rien. Cela est valable pour tout le monde, même pour le président ou bien. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est de voir que, effectivement, ton pays, économiquement, sur le plan de la diplomatie, sur le plan militaire, sur le plan du prestige, n'est-ce pas, et sur le plan de lever le niveau de vie de vos populations, à tirer vers le haut. Les Ghana en est un exemple. À tirer vers le haut. Moi, je dis que, attention, attention, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Sur le façon prétexte qu'il y a des messies qui sont arrivés, qui sont très forts, qui ont fait la magie. Je ne crache pas sur les avancées, quand il y a des avancées. Mais je dis que cette manière de voir la politique et voir la gestion de nos pays, des gens qui s'éternisent au pouvoir, est une mauvaise chose pour les Africains. Pourquoi? Parce que nous avons des réflexes de petits monarques. Quand je pars, comme j'ai mis trop long, je vais faire comment? Parce que j'ai peur que mon successeur risque de venir et la première chose qu'il va faire, c'est de commencer écraser tout ce que j'ai non, à régler les comptes, voilà. n'est-ce pas? Donc, il faut absolument pour que je sois sûr que mes arrêts seront protégés, donc, et ça de manière légitime, que ce soit mon fils, soit mon épouse qui me remplace. Vous avez vu le cas de Grace Mugabe au niveau de Zimbabwe, alors que tout le monde aimait bien le camarade Bob pour ce qu'il a apporté. Mais à un moment donné, il fallait opérer un changement parce que le camarade, humainement, ne pouvait plus. Donc, honnêtement, on n'en veut pas nos dirigeants parce qu'ils ont mis l'homme au pouvoir. On en veut souvent beaucoup plus à nos dirigeants parce que leur pouvoir infini, excusez-moi, parce que pour moi, quelqu'un de 40 ans au pouvoir, c'est trop, on ne voit pas les retombées pour le peuple. Si on m'oppose le cas de Kadhafi, j'ai dit bravo. Kadhafi a pu mettre son peuple à un certain niveau. Mais vous voyez que c'est l'autorité au pouvoir, comme il n'avait pas de possibilité de contre... comment dire ça, même au niveau des idées, il s'est laissé aller. Il a prêté le flanc à un certain jeu parce qu'il n'y avait personne pour lui dire que présent. Là, c'est que vous faites là. Attention, vous courez à votre ruine. Vous avez vu comment il a été infiltré par l'Occident en voulant jouer avec eux. Et c'est ça qui a causé sa perte plus tard. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, il faut redonner le pouvoir au peuple. De redonner le pouvoir au peuple, ça veut dire avoir des élus qui sont sortis devant le peuple et qui représentent les aspirations profondes de ce peuple-là. Ça nous met à l'abri des surprises désagréables et des drames que ce que, par exemple, un peuple comme la Libye a subi. Parce qu'à un moment donné, il fallait que papa... je voyais les fils de Kadhafi qui allaient acheter des clubs de football, je ne sais pas où là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Merci, mais quand même, pour un pays qui était comme le porte-étendard de la résistance africaine, il fallait faire très attention. Les Nord-Coréens ne le font pas. Une gestion familiale du pouvoir. Ils ne sont pas de fous. Dangereuse pour ils se rendent bien compte du risque et du danger s'ils rentrent dans cette dynamique-là. Voilà. Merci, Passion Parfait. Une question rapide. Oui. Vous ferez combien de mandats, vous, si vous étiez élu?
Je vous ai dit dernièrement. C'est une question rapide. C'est une question rapide. Vous savez pertinemment ce que je vous ai dit. Bon, mais si moi je suis élu, autant pour moi, ce n'est pas une question Au Cameroun, c'est autant de fois. On peut renouveler autant de fois si le peuple est avec vous. Entre guillemets. Si je suis, alors, vous ferez combien de mandats? Oui. 7 ans pour moi, c'est suffisant parce que ça me donnera le temps de former quelqu'un de plus jeune qui va pérenniser ma vision et l'œuvre que je remets en place. C'est beau la politique avant. C'est assez court. Mais voilà, c'est beau la politique. Le pouvoir avant se définit comme moi. Mais c'est assez long si le pouvoir se définit comme une continuité, une construction, avec une continuité qui donne des enfants qui vont continuer à porter haut le flambeau. Patient parfait, Ndom, mais né bon, on espère que le pouvoir ne le corrompra pas. Alors, on va arriver avec vous. Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont tenté quand même. Je serai plus avec vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore beaucoup qui étaient bien derrière moi, ils sont ailleurs. Pas encore. Alors, il faut le savoir. Alors, en Afrique, est-ce qu'on devrait s'acheminer vers la fin, une rupture brutale, s'il le faut, de la démocratie à l'occidentale, où il faut une limitation de pouvoir bien établie, où il faut réguler ceci ou cela, où la longévité au pouvoir et même l'arrivée est souvent taxée de anticonstitutionnelle. Est-ce qu'il faut une rupture de la démocratie à l'occidentale par les chefs d'État africains pour qu'enfin ils se réalisent eux-mêmes? Votre mine a répondu à ma question, je pense. Allez-y, docteur. Je pense que, en fait, je n'aurais pas posé cette question de cette façon. Je poserais plutôt la question de savoir comment l'Afrique a-t-elle géré le pouvoir traditionnellement. Moi, je suis pas là pour qu'est-ce que les Occidentaux ont fait. Est-ce qu'il faut faire comme eux, il faut pas faire comme eux. Mais je suis africain, moi. Ah, on en est là, justement. On a arrêté ça. Qu'est-ce qu'on fait donc? On n'en est pas là. On n'en est pas là. C'est justement ça la manipulation des foules. C'est qu'on vous donne le sentiment que il n'y a que 2 ou 3 façons possibles de gérer le pouvoir. Qui a dit que si on ne veut pas de démocratie à l'Occident, on ne peut pas faire autre chose? Qui a dit que quand ce n'est pas fait de cette façon, c'est forcément un coup d'État ou une dictature? Kimpa, et gérer ça comment? Congo, on gérait ça comment? Voilà. Songhai, c'était géré comment? Le Monomotapa, c'était géré comment? Le pays de Punt, la RCA, c'était géré comment? C'était prospère, hein, il faut préciser. Ce qui est important, en fait, nous avons besoin aujourd'hui d'une archéologie de notre propre histoire. Nous devons rentrer là-dedans, retrouver les cadres les cadres qui permettaient de gérer, d'abord de le construire, Voilà. ensuite de le gérer, et enfin d'évaluer ce pouvoir-là. D'évaluer ce pouvoir. La question des mandats ne s'est jamais posée dans l'Afrique ancienne. Parce que chaque année, ou selon certains cycles, certains c'était carrément tous les 365 jours, mais d'autres c'était des cycles qui, au terme desquels vous étiez évalué. Il y avait une série d'évaluations. Et le contre-pouvoir le plus important était toujours à vos côtés. On n'a pas attendu Montesquieu et de l'esprit des lois. Hein. Il y avait déjà cette... J'aime bien l'effort intellectuel de Montesquieu, mais pour moi, l'Africain, ça n'a pas beaucoup de grande valeur, ça n'a pas beaucoup de pertinence. Parce que, et c'est ça la différence, voyez. Le pouvoir n'est pas qu'une question de contre-pouvoir. C'est pas ça. Hier, le docteur Doumaket pas parlé de contre-objectifs. Mais on ne vit pas comme ça. On ne vit pas pour dire on est contre telle chose doit être contre l'autre. Le pouvoir, c'est un ensemble de contributions. Et donc, quand on lit Montesquieu, on est dans des oppositions, dans un jeu. En fait, ils sont sur l'idée que vous avez une chose qui ne doit pas prendre tout l'espace qui existe. Il faut donc une autre chose qui la tienne et qui l'empêche d'envahir l'espace de la totalité de la vie. Mais le monde n'est pas comme ça. Les choses ne s'étendent pas à l'infini. Le soleil brille, mais lui-même, il est limité. Il y a la nuit, et il ne claire pas l'univers tout entier. Bon, Montesquieu et tout ça ne connaissaient pas forcément la Voie lactée et toutes ces choses, mais nos ancêtres les connaissaient bien avant. Les Dogons, on sait ce que c'est. Mais on peut expliquer ce qui se passe en Occident avec leur système. La démocratie à l'occidentale, c'est une tromperie. C'est une duperie. Ouais. Le docteur Bénicris parlait de la prédation. La démocratie à l'occidentale, c'est une tromperie terrible. Quand la bourgeoisie, qui est la classe sociale montante,
après le Moyen-Âge, se rend compte qu'elle a le pouvoir de renverser les monarchies en Europe et de détenir enfin la clé du coffre-fort principal, toutes les bagarres de pouvoir que vous voyez là, c'est pour détenir la clé du coffre-fort principal, la présidence, celui qui est président, celui qui est roi, empereur, c'est lui qui détient le coffre-fort principal, la clé du coffre-fort principal. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient assez puissants, enrichis par l'esclavage, il faut que les Africains écoutent très bien, parce qu'ils sont là, dit la démocratie occidentale, qu'ils écoutent bien. Cette bourgeoisie enrichie en coaction avec les rois de l'époque, enrichie par l'esclavage, c'est-à-dire le sang de nos ancêtres. 200 millions d'entre eux sont morts. Enrichis par l'esclavage, ces gars, ils se sont dit à un moment donné, nous ne pouvons permettre que les rois, parce que le problème c'est que les rois à l'époque pouvaient faire tuer n'importe quel bourgeois et s'accaparer de ses richesses. Et ils pouvaient à tout moment mettre fin à ce qu'ils appelaient à l'époque les chartes, parce qu'on avait la charte pour pouvoir faire ce commerce. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a un tel pouvoir et qui n'appartient pas à leur classe, c'est un problème. Donc la classe bourgeoise va décider de renverser la monarchie, la noblesse, va décider de renverser la noblesse et de conquérir, conquérir ainsi le pouvoir suprême. C'est ça les révolutions. On vous dit révolution française, révolution américaine. C'est ça. Une classe de capitalistes, de prédateurs. C'est eux qui vont aller prendre l'or, l'argent en Amérique latine, en Amérique, et qui vont vendre les esclaves, qui vont organiser le commerce du thé à partir duquel les États-Unis sont nés, etc. Donc ces gens-là vont renverser la noblesse. Et ils vont se dire quand même, et les Montesquieu était esclavagiste, hein? Plus. Les Voltaire, c'était des gens qui avaient l'argent dans des compagnies qui vendaient les Noirs. Même et je vois quand même Hugo. des Africains faire des thèses de doctorat, des mémoires de master sur ces gens-là. Un type a vendu vos ancêtres, vous pensez que vous devez vous asseoir et étudier sa pensée. Et pour être quelqu'un d'important. C'est quand même quelque chose d'incroyable. On n'étudie pas ces gens-là. Vous ne pouvez pas étudier quelqu'un qui a vendu vos ancêtres et dire que l'étude sur ce type-là vous valorise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces gars-là renversent la noblesse. Et quand ils renversent la noblesse, ils ont un problème. C'est que pour renverser la noblesse, ils ont dû s'appuyer sur le peuple qui avait faim. Et le peuple donc qui avait faim veut s'assurer de participer au pouvoir et de pouvoir contrôler le pouvoir. Alors, les bourgeois vont leur mentir et ils vont les tromper en disant non mais on va faire de la démocratie représentative. Donc on organise des élections et on élit un certain nombre de personnes. Sauf que la seule fois où le peuple s'exprime, c'est pour aller jeter son bulletin dans l'urne. C'est tout. Le reste, les gens gérés. qui sont même les candidats, mais ce sont les représentants de cette bourgeoisie qui sont Ils candidats. sont financés. Et par c'est qui? eux qui donc vont être élus et dès qu'ils arrivent à l'Assemblée et au pouvoir ou à la présidence, Défendre les intérêts de confisquent ceux le qui les ont pouvoir établis. puisqu'ils l'ont en main. Commencent à faire ce qui est le... Et il devient absolu Je puisqu'il suis y a ce... persuadé, vous auriez demandé à tous les peuples occidentaux en 1884, le petit peuple européen, en 1884-85, ils n'auraient jamais accepté ce qui est passé à Berlin. Sauf que Berlin, c'était le Graal de la bourgeoisie, qui avait besoin de marchés ouverts et qui avait besoin de matières premières bon marché. Et donc, la démocratie occidentale, qui est une démocratie électorale, mais avec une tromperie terrible, n'est pas une démocratie qui va forcément vous développer. Les gens qui font le lien entre démocratie et développement, ce sont des gens qui sont dans l'axe du capitalisme financier néolibéral. Or, à côté, vous avez nos sociétés traditionnelles. Donc, la question de la démocratie est une question de satisfaction des besoins de tous. C'est une démocratie économique. Parce que ce qui fonde la société, ce n'est pas que nous soyons nombreux. Ce qui fonde la société, c'est la recherche, c'est les activités de satisfaction des besoins de chacun. Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer, etc. Et donc, sur ce fondement, l'Afrique, et aujourd'hui, toute la mouvance capitaliste, communiste et socialiste, vont fonder l'idée que la façon dont vous organisez le travail pour que les besoins de tous soient satisfaits, c'est ça qui crée la bonne société. C'est ça qui permet ce qu'on va appeler l'innovation continue des standards de vie. C'est ça qui va amener la Chine à sortir 1,5 milliard de personnes de la misère en 70 ans. Alors que vous avez les États-Unis, l'Europe, le Canada,
l'Australie, tous les hivers, les gens meurent au bord de la route parce qu'on ne sait pas comment s'occuper d'eux. Le système ne sait pas intégrer tout le monde. Donc, quand on arrive là et qu'on sait ce que c'est que la démocratie à l'occidental, sincèrement, un Africain devrait-il commencer à se poser des questions là-dessus? Non, il va demander mais comment le royaume du Mali était fait? Le royaume Akan au Ghana, les royaumes qui existent chez nous et qui ne sont pas pollués par les apports occidentaux et musulmans et arabes, ces royaumes traditionnels africains, comment fonctionnent-ils? C'est là que nous devons aller chercher la définition du pouvoir, la construction du pouvoir, le sens, la signification et finalement les objectifs du pouvoir. Donc dès qu'on a ça, la question qu'on se pose aujourd'hui, ces chefs d'État qui vont se réunir à Malabo, sur quelle base expriment-ils ou exercent-ils le pouvoir dont ils sont détenteurs? Sont-ils même d'ailleurs véritablement détenteurs de ce pouvoir? Ok. Parce que au bout du compte, les gens, ils ont le titre. Je suis le chef de l'État, je suis le président de la République. Mais en a-t-il réalité, vraiment le pouvoir? il ne gouverne pas. A-t-il vraiment le pouvoir? Et lorsque nous avons vu ça, on revient à ce qui est essentiel pour nous les Africains, nous refonder, comme disait Cheikh Anta Diop, revenir à nos fondamentaux, revenir à nos bases et voir comment au cours de l'histoire, nous avons quand même eu du pouvoir, exercer le pouvoir pendant 200 000 ans. D'ailleurs, nous l'avons exercé pendant 160 000 ans avant que les Européens n'apparaissent dans l'humanité. Ils sont là depuis seulement 40 000 ans et ils sont constitués les premières sociétés sauvages depuis à peu près 6 000 ans. Or, depuis 200 000 ans, nous on exerçait le pouvoir. On devrait s'inspirer de qui? De qui devrions-nous s'inspirer? De ceux qui ont un exercice de pouvoir depuis 200, un système qui existe depuis 200 ans, ou des systèmes qui existent depuis 200 000 ans? Et qui ont fait leurs preuves. Je pense que la problématique est d'autant plus urgente et telle qu'elle est posée. Peut-être les générations actuelles qui sont dans cette mouvance de révolution devraient y prendre de la graine. À l'ordre du jour à Malabo, lors du dernier sommet extraordinaire, on a parlé économie également. Économie, puisqu'on parle de la Guinée équatoriale aujourd'hui, on disait que l'investissement humain est appalant dans ce pays avec son ouverture. La Guinée équatoriale est presque autarcique aujourd'hui, entre guillemets. L'Union africaine a pensé une zone de libre-échange. Une idée saugrenue, selon Dr Yamb. Mais dites-nous, Dr Nouma, est-ce que justement l'avènement de cette Afrique économiquement stable et indépendante, pour le cas de la Guinée équatoriale, ne passe pas-t-elle justement par cette ouverture véritable à ses frères et voisins? Avant de répondre, vous allez revenir sur ce que j'estime très importante par rapport à la longévité au pouvoir. Ah, d'accord. Je commence par dire que je suis pour la limitation de mandat, pour évacuer un certain nombre de préjugés par rapport à ce que je vais dire. D'accord. Lorsque vous regardez des pays comme... je parle des faits. Je parle des faits. J'ai suivi des reportages, par exemple, sur le président actuel de la Corée du Nord. Je sais que quand on va m'entendre, il y a des gens qui vont sursauter. Mais il faut suffisamment se former, se renseigner sur Kim Jong-un, le parcours d'un certain nombre de chefs d'État. Quand vous regardez, quand vous suivez son parcours, vous regardez comment son pays est dirigé. Je parle des faits. Je ne pense pas que ce soit une démocratie, que ce soit à l'occidental ou à l'africaine. Quand vous prenez le parcours du président actuel de la Russie, lorsque vous prenez un certain nombre de parcours, un certain nombre de chefs d'État américains, si vous prenez le parcours d'un certain nombre de chanceliers allemands, un pays que je connais très bien, vous avez l'impression qu'on forme des gens pour accéder au pouvoir. Et y rester? Je suis d'abord à la session. Ok. Parce que rester au pouvoir dépend de l'accession au pouvoir et dépend du départ du pouvoir. C'est pour ça que je tenais à prendre la parole à ce niveau. Donc,
est-ce que dans nos différents pays, même si je suis pour la limitation de mandat, nonobstant le fait que nous sommes les jeunes États, d'accord, ou les jeunes démocraties, pour parler comme les autres, est-ce qu'il y a ce potentiel dirigeant capable de relayer, par exemple, des patriarches comme Paul Biya, comme Obiang Nguema, pour citer l'Afrique centrale? C'est une question que je pose, Voilà. mais je n'ai pas de réponse. Voilà. Est-ce que si le futur chef d'État, il peut ne pas être au Cameroun, hein, parce qu'il peut avoir Ah oui, des, ah oui. il peut avoir des foules sur lui. Serez-vous en train d'encourager le dauphinat, c'est ça? J'ai pas bien suivi. Serez-vous en train d'encourager le dauphinat, le fait que le chef d'État est là et qu'il... Pas du tout. Mais je ne sais pas ce qu'on appelle dauphinat ici. Parce que pour le cas du Cameroun, selon l'histoire, selon les faits, l'actuel président a été formé par celui qui est parti sans que forcément l'actuel sache qu'il va remplacer celui qui est parti. Donc, est-ce que c'est un dauphinat? Un gros point d'interrogation. Ok, donc je suis ni pour la monarchie, ni pour... je suis pour que le peuple décide de qui va diriger. Mais j'interroge le profil du futur dirigeant. On ne se réveille pas un matin et on dit qu'on a eu un appel de Dieu, qu'on va devenir président de la République, on le devient et on est bon chef de l'État. Il faut que ce soit clair. Parce que les grandes nations, les nations qui sont stables, même dans leur développement durable, préparent les dirigeants à accéder au pouvoir pour qu'il y ait le relais. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas de relais, il y a déstabilisation. Nous avons des cas en Afrique. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, sur environ 15 ans, vous avez eu 7 ou 8 présidents qui se sont succédés. Les coups d'État par-ci, les coups d'État par-là. Est-ce que c'est ça qui est l'exemple? Est-ce que passer très peu de temps au pouvoir, c'est aussi ça, un critère? Donc, il faut qu'on interroge un certain nombre de paramètres pour que on sache que c'est une question fondamentale qui est assez complexe. Donc, je parle de comment on arrive au pouvoir, qui peut accéder au pouvoir et y rester. Je suis pour la limitation de mandat quand on a un profil bien formé. Quand il arrive, il sait qu'il a 2 mandats et il a des missions bien précises. Et par rapport à ces missions, puisque nous sommes sur la question économique, vous voyez que je vais embrayer sur les deux. On ne peut pas parler de politique sans économie. Sauf que chacun doit rester dans son couloir. Il ne faut pas qu'il y ait un conflit entre ceux qui créent de la richesse et ceux qui dirigent la société. Ça doit être une complémentarité. C'est pour ça que certains chefs d'État, notamment même au Nigeria, il y a eu des chefs d'État au Nigeria qui ont donné en termes d'objectifs pendant leur mandat de créer de nouveaux riches. Créer de nouveaux riches, de nouveaux hommes d'affaires avec grand H. Vous ne pouvez pas développer une économie de votre pays sans avoir des citoyens qui sont des capitaines d'industrie, qui sont des gens qui ont un pouvoir financier important, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous parlons de quoi? Il est du ressort de l'État de faire ce genre... Il est donc du ressort du principal dirigeant de mettre dans ses objectifs de créer des docteurs Douma multimilliardaires avec des industries transformatrices qui créent de la valeur, qui créent des emplois et à travers qui on peut compétir à l'international. Par exemple. Quand on dit qu'un pays est riche, un pays peut être riche sans des hommes riches, hommes avec grand H. Vous avez vu ça où? Quand on parlait de Bill Gates et tout ça sans publicité, ça fait la fierté de qui? Des États-Unis. Quand on parlait d'Elon Musk, il est sud-africain d'origine, mais aujourd'hui il est américain. Il est parmi les hommes les plus riches du monde. Donc, on ne peut pas parler des questions aussi importantes
et faire semblant d'éluder l'essentiel. La question économique est liée aux politiques. Si on n'a pas des dirigeants politiques qui ont compris qu'il faut qu'il y ait des financiers purs et durs qui développent de la richesse et qui peuvent solidifier leur pouvoir, c'est que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Donc, même avec la limitation de mandat au pouvoir, il faut interroger comment on part du pouvoir. Parce que la jeunesse des États, par exemple comme le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, pourrait excuser le fait qu'on ait aujourd'hui dans ces deux pays des chefs d'État qui ont duré au pouvoir. D'accord? Mais comment est-ce qu'il faut partir du pouvoir? Vous qui êtes des hommes politiques, le grand frère Parfendom, est-ce qu'il y a un statut d'ancien chef d'État dans certains pays africains? Comment on peut concevoir que vous dirigez un pays pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que quand vous partez du pouvoir, on vous pourchasse comme un malfrat? Ça veut dire qu'on vous pousse à vous expatrier, à aller livrer tous les secrets que vous avez protégés pendant que vous étiez au pouvoir. C'est-à-dire que les ennemis de la République vous récupèrent facilement. C'est votre pays qui vous pousse dans les mains des ennemis de la République, qui vont vous récupérer et à travers vous préparer facilement un coup d'État. Puisque vous avez dirigé le pays, vous connaissez tous les rouages du pays, vous connaissez tous les secrets du pays. Ça veut dire que le statut que vous avez quand vous avez quitté le pouvoir et les conditions dans lesquelles vous allez vivre dépendent de la durée de votre longévité au pouvoir. Quand vous pensez à ce que si je quitte le pouvoir maintenant, c'est la Cour pénale internationale qui va me récupérer, c'est tel nouveau chef d'État qui va initier les procédures pour que on pourchasse toute ma famille, etc. Mais comment est-ce que vous voulez que les gens ne soient pas tentés, sans que je le justifie, hein, je dis bien, que les gens ne soient pas tentés de tripatouiller les constitutions pour qu'ils meurent au pouvoir? Donc, il y a des questions qu'il faut poser et chercher à trouver des réponses, vous qui êtes des hommes politiques. On doit avoir des statuts d'anciens chefs d'État. Vous quittez le pouvoir normalement, vous vivez dignement dans votre pays, même avec une protection, parce que vous devez servir, n'est-ce pas, vous devez alimenter ce qu'on peut appeler la boîte noire du pouvoir. Parce que celui qui est là devant, il doit diriger conformément au canon, n'est-ce pas, qui préserve les intérêts supérieurs de l'État. Les intérêts supérieurs de l'État, ce n'est pas seulement préservé par le chef de l'État qui est là. C'est préservé aussi par des gens, des dignitaires, qu'on peut appeler des indigènes, en termes de la préservation du capital culturel et traditionnel, parce que, quelle que soit l'évolution que le développement doit prendre, il y a des valeurs que la modernité ne doit pas biaiser. D'accord. Et ce sont ces gens-là qui doivent être dans l'ombre, qui doivent être un peu comme les conseillers de celui qui est au pouvoir, qui doivent soutenir et préserver toutes ces valeurs-là. Préserver toutes ces valeurs. Donc, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez bien compte que la question est très profonde. Elle est très profonde. On ne doit pas laisser seulement la longévité au pouvoir. Oui, il faut changer de mandat. Oui, il faut... Mais c'est une question existentielle pour un État. Donc, quand celui-là part, celui qui vient, il sait ce qu'il a à faire. Il a une ligne politique, certes. Il a une vision politique parce que c'est un individu. Il va impulser son leadership. Mais il y a des valeurs sur lesquelles il ne peut rien. Il sait que ça, je dois respecter ça. Il sait que lorsque l'État est attaqué, on ne s'attaque pas à l'armée. On est derrière l'armée, tout le monde. Vous comprenez un peu. Donc, et qu'il y a des positions à prendre lorsqu'il s'agit de l'impérialiste et de celui qui vient dire « je vous accompagne pour que vous sortiez de ce cercle vicieux où vous avez été depuis 60 ans », qu'on prenne clairement des positions. Donc voilà un peu ce que je voulais... Merci pour ce point, hein, justement, la longévité. Donc l'économie n'est pas dissociée du politique. Du politique. Et c'est pour que ça marche, il faut une limitation je sors en disant ceci. J'ai reçu récemment, il y a deux semaines à peu près, le programme d'une conférence internationale d'une université
de la place, mais c'est une conférence internationale sur la décentralisation et le développement, n'est-ce pas, de l'Afrique. On va dire des communautés décentralisées en Afrique. D'accord. C'est un peu ça. Alors, un programme d'environ 8 axes thématiques avec pratiquement 32 thèmes. Je parle bien de décentralisation et développement des communautés locales en Afrique. Avec un parterre d'experts de plusieurs pays d'Afrique, pratiquement une centaine d'experts prévus. J'ai parcouru tout le programme. Tout le programme. Je n'ai pas vu un seul thème qui évoque la finance. Je ne parle pas de l'économie. Je vous dis, je n'ai pas vu un seul thème qui évoque la finance. Nous parlons là de 2022 et nous parlons des universitaires. Franchement, c'est aberrant de savoir qu'il y a des choses comme ça. Nous parlons donc de l'économie, comment? Nous parlons du développement, comment? Si nous ne pouvons pas parler de l'argent, du nerf de la guerre, des systèmes financiers, des marchés financiers, et on parle d'économie. Mais je ne comprends pas. C'est une question de culture, ou bien l'argent n'aime pas le bruit, etc. C'est des questions, voilà. C'est des questions. Vous voyez donc. Donc même à Malabo, je parie qu'il n'y a pas eu des échanges qui concernaient réellement l'économie. L'économie. On ne peut pas parler d'économie et occulter la monnaie, les systèmes financiers, les marchés financiers, le développement de la monnaie. On ne peut pas le tuer. Ce n'était malheureusement pas à l'ordre du jour. Voilà. Malheureusement. Merci. Merci en tout cas pour ces éclairages. Donc limitation de pouvoir parce que l'économie touche aux politiques et vice versa. On a remarqué avec le cas de la Guinée équatoriale quand même, patient Pafendom, qu'ils sont dans une sorte, et vous me reprendrez si ce n'est pas le cas, de protectionnisme économique. Et ils ne s'ouvrent pas véritablement à leurs voisins dans le cas des échanges. Est-ce qu'on peut donc parler de développement communautaire et africain si chaque État, comme le préconise peut-être en griffe le docteur Ndouma, balaie devant sa cour et uniquement? Non, nous savons très bien que, et ça c'est culturellement aussi africain, le tout, on dit qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. L'Afrique, c'est la solidarité à la base. Les empires, même africains, qui ont été les plus prospères, ce sont ceux-là qui ont mis cette solidarité-là en avant, au centre de leurs préoccupations. Le docteur Ndouma fait un très beau développement là tout à l'heure sur la question de la longévité du pouvoir. Je commence par là avant de chuter, je vais être très vite. Merci. Mais je pense qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa réflexion. Prenons le cas de Burkina Faso. Il est évocateur. Si le Burkina Faso connaît ces successions de pouvoir très courts, c'est parce que Blaise Compaoré, avec sa longévité au pouvoir, n'a pas préparé justement le peuple sur la base d'un consensus développement républicain pour qu'on n'en arrive pas là. C'était un pouvoir absolu pour lui et pour lui seul. Donc quand le peuple le fait sauter, il n'y a pas de ciment qui permette à ce qu'on puisse avoir des pouvoirs stables plus tard, sur tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc, on finit par personnifier le pouvoir au point où après moi c'est le déluge. C'est ce que je dis que c'est dangereux. Parlons de longévité au pouvoir. Prenons le cas de la Chine. La Chine, Xi Jinping est là depuis. Mais on sait sur quelle base Xi Jinping est là. Ce qui constitue les racines profondes qui stabilisent son pouvoir. S'il essaie de déroger à ces fondamentaux là, mais les Chinois vont le dégager. Mais le pouvoir, en parlant de l'économie tout à l'heure, c'est aussi l'agilité de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et en fonction de ça, essayer de s'adapter à ce monde tel qu'il est aujourd'hui, sans perdre ce qui constitue, n'est-ce pas, la substance même de ce pouvoir. C'est ce qu'a fait la Chine. Voilà un pays communiste, mais qui à un moment donné s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils aient cette agilité en décrétant justement une partie de sa côte, la côte de Shanghai, en réalité
on dit un pays, deux systèmes. Un pays capitaliste à outrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que s'ils voulaient compétir sur le plan mondial, malgré les acquis que le communisme sur le plan solidaire leur avait apporté, il fallait justement qu'ils soient capables d'avoir des créateurs de richesses qui vont compétir à l'international avec les autres. Je l'avais dit sur un plateau. Quand on parlait par exemple d'Ali Baba, ils ont dit oui, l'État pauvre l'a fait comme ça, il a pu s'en sortir. Non, c'est l'État chinois qui encadre, qui pousse, qui donne cette puissance. On a vu pour le cas de la Russie, comment Poutine a pu domestiquer les oligarques. Ce qu'on appelle les oligarques qui étaient pourtant à la base même de la création. En réalité, les pans entiers de l'économie russe et chacun s'est retrouvé le jour au lendemain des gamins de 30 ans qui étaient multimilliardaires. Il a dit, les gars, venez là. Ce que vous avez là, ces acquis-là, c'est pas vous. Mais je comprends. Je veux bien vous le concéder, mais à condition que vous soyez les dignes représentants de la puissance russe à l'extérieur. Le nationalisme et c'est exacerbé. pour cela que vous trouvez très peu d'oligarques aujourd'hui qui condamnent l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, malgré les pressions de l'Occident. Vous avez vu comment les yachts qui sont saisis, les acquis qui sont saisis, les comptes bancaires qui sont gelés. Vous avez entendu que quelqu'un, l'un de ces oligarques s'est attaqué à son pays? Non. C'est ça le patriotisme qui manque chez nous, sur notre continent en Afrique. D'accord. Donc, je dis que, et j'insiste là-dessus, oui, il nous faut des États stables, des États forts. Il nous faut des institutions fortes. Et pour moi, la première institution, c'est le peuple. Si un peuple est conscient que Rim, qui est là à la tête de notre État, il se mouille vraiment pour améliorer nos conditions, je peux vous dire que Rome, vous pouvez faire 100 ans, ça ne va pas intéresser quelqu'un. Le pouvoir serait quelque chose de secondaire, d'autant plus que c'est que vous êtes là pour travailler pour lui. Il y a un pays qui est le Botswana, dont on célèbre ici comme champion de tout, Est-ce que vous savez qu'à l'heure où je parle, ils ont les limitations de mandat, hein, et ça ne pose pas de problème. Mais à l'heure où je vous parle, malgré les limitations de mandat, malgré les avancées phénoménales de Botswana, le président, l'ancien président, il est en justice, hein, pour des faits mineurs. Parce qu'on estime qu'on n'est pas président au hasard. Et n'importe qui ne peut être président. Donc un président doit être un modèle. Voilà, merci. Donc pour le cas de la Guinée équatoriale, c'est vrai, leur économie se base uniquement sur l'industrie extractive, c'est le gaz, c'est le pétrole. Il faut diversifier, c'est tout un challenge. Ils essayent, mais il faut qu'ils essayent justement avec une vision, docteur Douma. Et dans cette vision-là, il faut qu'ils intègrent la question de la finance. Comment financer l'économie équato-guinéenne en se disant que le gaz et le pétrole n'ont pas une durée indéterminée. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir, à se projeter. Est-ce que ça va être par les fonds de pension? Est-ce que ça va être sur la base de quoi? Quels sont les mécanismes pour contourner cette affaire de ce franc CFA-là qui étrangle complètement les volontés de nos pays de pouvoir tirer vers le haut nos économies? Et c'est ce que Touadéra tente de faire avec la crypto-monnaie. C'est ça l'enjeu. Donc, merci, à chaque fois s'adapter, faire preuve de souplesse du point de vue de l'intelligence pour qu'on ne soit pas bloqué justement par rapport à l'objectif pour lequel vous avez été là, c'est-à-dire que sortir votre pays de la misère. C'est ça qui est important. Allez, une réaction rapide. Oui, j'ai une réaction. Déjà, on a 5 minutes. Oui, j'ai dit ceci. Il ne faut pas confondre. Et ça peut choquer, que ça choque. L'Occident a verrouillé l'accès au pouvoir. Parce que sans le pouvoir politique, vous ne pouvez pas faire des avancées majeures, ni sur le plan économique, ni sur le plan scientifique. Tout passe par le pouvoir. Ouais. Donc, vous savez que la plupart des chefs d'État en Afrique sont des francs-maçons. Vous savez pourquoi ils sont dedans? Parce que l'Occident, cette oligarchie que Maître Yam Timba a évoquée, a l'objectif de contrôler le monde, au-delà des territoires occidentaux. Ils ont besoin d'étendre leur façon de voir le monde à l'ensemble de la planète pour, n'est-ce pas, parvenir à ce but, à cette fin de la domination mondiale. C'est une vérité, c'est pas une fake news. En Occident, par exemple, le peuple peut bien voter, mais si vous ne faites pas partie de ces cercles-là du pouvoir, vous n'accéderez pas au pouvoir. Vous voyez, je vais arriver. Juste rapidement, parce que... parce que
il y a aussi des chefs d'État occidentaux qui sont francs-maçons, non? Mais justement, c'est de là que ça vient, de ce que je parle. Non, Mais pourquoi eux, ils défendent les intérêts de leur pays mieux et ceux qui sont francs-maçons en Afrique ne peuvent pas le faire? Mais qui vous dit qu'ils défendent les intérêts de leur pays? Non, ce n'est pas une excuse. Pourquoi vous voyez les Français debout à la Russie, Macron défend leurs intérêts? Ils sont en train de défendre une vision qui n'est pas celle du peuple. Celle du peuple, en termes globaux. Ils ont une vision qui n'est pas celle du peuple. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un Bakongo. Parce que vous dites la dévolution du pouvoir. Chez nous, par exemple, comment est-ce qu'on devenait roi? Il y avait les Lemba. C'est une caste initiatique où on formait le roi. Ou les dignitaires qui devaient accompagner le roi dans l'exercice de ses fonctions. Donc ça existe bien avant que l'Occident vienne foutre ses pattes en Afrique. Nous avons ces choses-là. Nous connaissions comment les choses évoluent. Mais la plus grande question, et je vous amène à vous interroger là-dessus, la plus grande question en Afrique, je vous dis, c'est la définition du peuple africain qui pose problème. Voyez-vous, les types de leaders que nous avons vont émerger que du peuple. Le pouvoir est une émanation du peuple. Mais de quel peuple parle-t-on? Exactement. Est-il suffisamment mature aujourd'hui pour prendre ses causes? Le peuple africain d'il y a cela 200 ans, c'est le même peuple que nous avons aujourd'hui? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que l'Occident vous bombarde avec tous les médias, les masses médias, avec leur culture et tout, avec les réseaux de contrôle de la pensée, de manipulation des esprits? Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que pour avoir le contrôle total de l'Afrique, il faut que l'Africain d'aujourd'hui ne soit plus l'Africain d'hier. Parce que l'Africain d'hier a lutté pour son indépendance. C'est qu'on ne dit pas. Quand les colons sont arrivés, les Africains se sont levés. Ils ont combattu l'occupant. Ils ont combattu, c'était une violence extrême. Mais il ne faut pas que l'Africain d'aujourd'hui soit l'Africain d'hier. Pourquoi? Il faut qu'on t'apprenne à penser comme l'Occident. Que tu sois déraciné de ta culture pour que tu adoptes les pensées qui te seront imposées. Donc, le plus grand problème, ce n'est pas l'élite que nous avons. Ils ne produiront rien de concret. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, la plupart, ne produiront rien de concret. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas l'émanation du peuple africain dans ses profondeurs. Mais ils sont l'émanation d'une pensée importée, d'une caste qui a une autre vision du monde que le monde ne supporte pas et que le monde ne connaît pas. Voyez, donc nous devons nous interroger quel type d'homme avons-nous besoin pour nous demander quel type d'élite avons-nous besoin demain. Merci, c'est docteur. le problème qui est fondamental sur lequel nous devons revenir. Béni Christ. Allez, une question et vous sortirez avec cette réflexion. Alors, il s'est achevé le sommet, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir pour... C'est un autre Raoult. Je sais quelle est votre pensée justement sur ces rassemblements, mais puisqu'on est en train de bâtir et que nous y sommes rendus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement? Que l'Afrique n'avance pas, de manière générale. La Chine s'est appuyée sur la théorie communiste, hein, le capitalisme d'État. C'est normal, c'était déjà prévu. Et puis la liberté, l'espace de liberté contrôlé, que définissait Lénine déjà dans les années 1920. Les statuts d'anciens chefs d'État, la Centrafrique a élaboré un statut d'ancien chef d'État qui a été aussi, voilà, donc a été refusé d'ailleurs, et ce qui a conduit à la guerre ces dernières années en Centrafrique. Je pense qu'il ne faut pas en retenir grand-chose parce qu'on n'en attendait pas grand-chose d'ailleurs. Donc, si les Africains pensent qu'il y a insécurité en Afrique, vous ne pouvez pas combattre l'insécurité en restant des pays disloqués, avec des armées faméliques. Vous devez vous réunir. La proposition de la force multinationale africaine est une bonne idée, mais elle n'est pas optimale. Ce qui est optimal et ce qui est pertinent, c'est que nous arrivions, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, que nous arrivions non pas à avoir des choses comme les LECAF, sur le plan conceptuel, je ne sais pas du tout, sur le plan opérationnel, je ne sais pas comment ça va marcher, d'avoir des États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un idéal. C'est une demande de nécessité, un impératif historique. Si nous ne pouvons pas tout de suite aller aux États-Unis d'Afrique, et je crois que le peuple lui est prêt, puisque le peuple le demande. Oui, on le demande partout, il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on le demande, on le demande partout. Au moins qu'on constitue les États-Unis de la CEAC, CEDEAO, COMESA, SADC, Maghreb. Oui, si on le fait, c'est beaucoup plus facile
on n'aura plus les faux problèmes, comme on disait, je vous ai entendu, sous-entendu, oui, mais on ne peut pas aller en Guinée équatoriale, on ne peut pas aller ainsi. On n'aura pas ce genre de problème. Parce qu'à partir du moment où on a un État de la CEAC, on ne demande pas à tel ou à tel. Les frontières n'existent plus à l'intérieur. Ça devient des zones de libre-échange. Vous avez le libre-échange, vous avez un marché unique. Vous avez, disons, non, même pas unique. Vous avez un marché d'État qui est donc continu. Et vous avez une monnaie dont vous parlez plus du franc CFA, par exemple. Ça n'a pas d'importance. Après, ça n'existera plus tout seul. Vous n'avez plus de... Vous avez un espace, vous avez une capacité de négociation. Un pouvoir de négociation réel. Si vous payez la CEAC, vous avez 6 millions, presque 7 millions, 6,6 millions de kilomètres carrés. 300 à 350 millions d'habitants, c'est un marché plus important que l'eurozone. C'est un marché aussi important que celui des États-Unis. Et si vous avez les États-Unis d'Afrique en général, votre marché est aussi grand que celui de la Chine. La CEAC, si elle existait aujourd'hui, c'est-à-dire que la CEAC crée entre les États-Unis d'Afrique centrale, ce serait en termes de marché, en termes de population, le 4e marché dans le monde. Chine, Inde, et puis États-Unis et CEAC. Pourquoi nous refusons d'être dans l'élite mondiale, dans le top mondial, et d'apporter à nos peuples la sécurité? Vous voyez qu'en fait, une armée de la CEAC, si elle existe, vous croyez vraiment qu'il va y avoir une rébellion aux portes de l'un des pays, ou alors qu'on appellerait à l'aide des pays occidentaux? Vous avez la CEAC à elle seule représente entre 8 et 10 milliards de tonnes de matières premières importées dans le monde. C'est pratiquement 6%, entre 4 et 5% du commerce mondial, du PIB mondial. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est 10% du PIB mondial. Donc, le simple fait de créer les États-Unis d'Afrique centrale, nous devenons notre PIB réel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme on fera payer nos matières premières avec notre monnaie, nous avons tout de suite, dans les 2-3 ans qui suivent, la moitié du PIB des États-Unis. Donc, en fait, les Africains, c'est pour ça que vous comprenez que ces réunions des chefs d'État, où on vient dire, on va créer une agence pour l'humanité en Afrique, vous n'arrivez même pas déjà à contribuer à l'Union africaine. C'est l'agence pour l'humanité que vous allez financer. Vous avez fait comment? Le Fonds africain de soutien aux crises humanitaires. Vous n'arrivez même pas déjà à payer votre quote-part à l'Union africaine, à financer l'Union africaine par vous-même. Et c'est ce fonds-là que vous allez alimenter avec quoi? Donc, ou alors vous allez créer une espèce de BAD où on a les étrangers qui sont les directeurs partout et les Africains sont les larbins. Donc, il y a dans leur propre continent. Non, les chefs d'État, nous les aimons bien. Ils sont nos compatriotes. La plupart, ce sont nos aînés ou nos papas ou nos grands-papas. Mais nous leur disons ceci. Le paradigme ancien, laissez-le. Si vous le voulez, on peut vous conseiller sur le nouveau paradigme. Mais ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas avoir honte. Parce que cette honte-là, vous avez un truc qu'on appelle la ZLECAF. Vous ferez une zone de libre-échange continentale africaine. Vous confiez d'ailleurs le développement de cette zone à quelqu'un dont le développement peut être questionné, du pays peut être questionné. Quelles sont les sources de financement? Comment cela est fait? Et voilà comment vous... Ne nous faites pas honte. Donnez-nous la possibilité de construire notre continent. Et soyez rassurés. Les peuples sont prêts. Allez dans les rues, sondez là. Tout le monde est prêt à aller aux États-Unis d'Afrique. Voilà. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que malheureusement, nous trouvons dans une situation où les questions économiques ne sont pas la base de la réflexion. Parce que l'économie est la base de la réflexion, mais c'est la politique qui oriente tout et dirige tout. Parce que c'est de la manière dont vous parvenez à la satisfaction des besoins de tout le monde. Les gens ne vous demandent pas les grosses réflexions sur qu'est-ce que le pouvoir... Non, ils veulent satisfaire leurs besoins au quotidien. Manger, se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner. D'abord. Bon, ça, c'est des questions purement économiques. Pour lesquelles le politique va simplement définir des politiques, c'est-à-dire des cadres. Donc, allez, merci. Je pense que ce qui se passe en Guinée équatoriale, il faudrait qu'on revoie la copie et surtout qu'on devienne plus pragmatique. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, je finis par cette phrase s'il vous plaît, la guerre en Ukraine aujourd'hui, les Européens la regrettent et sont en train de se décider à vouloir reconstruire l'Europe. Parce que quand la Russie leur a proposé de construire l'Eurasie, pour que la Russie et l'Europe forment un même pays dans les années 90, Poutine a réitéré ça au début des années 2000,
Ils ont refusé. Bien sûr. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que s'ils avaient un seul État, il n'y aurait jamais eu de problème en Ukraine. Il n'y aurait pas de problème ukrainien. L'Afrique doit tirer les leçons de l'histoire. L'Afrique au rendez-vous de l'histoire et il est temps que les pages de cette nouvelle histoire soient écrites par des Africains dignes, des élites éclairées, un peuple mature qui a désormais pris fait et cause pour le développement de ces pays pris individuellement, mais également de toute la communauté. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés ce matin pour parler de cette problématique. Passion Pafendom, comme je le disais, on vous souhaite bon vent politique et on espère que vous serez tout aussi pragmatique lorsque vous serez au pouvoir que vous l'êtes dans vos discours. Je pense qu'il y a des Africains mieux qualifiés, des Camerounais mieux qualifiés pour occuper cette tâche. Vous savez, il y a ok, d'accord, ça c'est intéressant. Au sein même de mon parti, je pense qu'il y a des gens mieux qualifiés, mieux prédisposés pour cette tâche. Moi, je continue mon rôle d'éclaireur et de celui qui agite les consciences. Voilà, un podol à sa façon, hein, voilà. sur les traces de l'autre. Docteur Yam, merci d'être passé. Et il y a un sujet justement, puisqu'on parle de finances, qui reviendra demain. Je vous vois sourire au coin parce que c'est un sujet qui vous passionne. On va parler de Sango demain. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, restez avec nous. Docteur Bénicris, le prince du Bas-Congo, merci d'être passé. Je pense que le panafricanisme doit prendre le pouvoir et ça commence par moi. Ah d'accord, mais ça c'est intéressant. Hein. Vous aussi. D'accord. Et docteur Douma, je précise que vous parliez tout à l'heure de l'État qui doit accompagner des hommes d'affaires. Qui sait si on ne verra pas un docteur Douma multimilliardaire demain au profit du peuple naturellement. Et l'un de vos chevaux de bataille, c'est peut-être Biodétoxy. Et on en parlera hein, peut-être à l'occasion. Alors, docteur Douma multimilliardaire, il est déjà... Ok. Je ne suis pas fonctionnaire. Autant pour moi. Voilà, je ne suis pas fonctionnaire, c'est pas parce qu'on ne vit pas dans l'esprit. D'accord. Mais ce que je dis concerne des jeunes entrepreneurs qui se distinguent, qui créent de la richesse. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, vous faites 20 ans, vous ne savez pas si grâce à vous, 2 ou 3 je dis capitaine d'industrie, parce que quand on dit même homme d'affaires, parfois ça peut être des commerçants. Importer, vendre, c'est pas ça. Donc je parle vraiment des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie, que le pouvoir a encadré. Et que ça ne va pas être un cadeau, hein, encadré. Parce qu'ils émergent, on les encadre, on les accompagne, parce qu'ils vont faire la fierté du pays. Merci. Dans le pays ou à l'étranger. Voilà, donc, qui est dit et qui est bien dit. Docteur Prince, vous avez suivi les multimilliardaires dans vos projets politiques pour l'accompagnement, vous pouvez le voir, c'est une élite, c'est une élite intéressante. A le devoir de créer ceux qui pensent la société et ceux qui financent la société et ceux qui gouvernent la société. L'autogouvernement, l'autofinancement et l'autodétermination. Il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait où il va, pas plus qu'il n'y a de victoire pour le combattant qui ne sait pas pourquoi il combat. Et ici, on vous donne les deux, la raison, la volonté. Merci d'être avec nous tous les matins, du lundi à vendredi. Ainsi s'écrit l'histoire et ainsi commencent les légendes. Et DBS sera un peu plus. Elle est la vérité qui donne naissance à la légende. La semaine a commencé. Rendez-vous demain, dès 7h.